Alors, on est avec monsieur et madame Victor Granger. Victor qui est né ici, qui a été entrepreneur, maintenant retraité, qui va nous faire part de ses souvenirs de l'ancien Saint-Donat. Alors, Victor, peut-être mentionner d'où vous venez, tes parents, tes grands-parents, Bon. je te laisse aller. Mon arrière-grand-père, du côté de mon père, était Magloire Granger. Il y avait un lot près du pont du gouvernement actuellement à Churchill. C'était la première partie, la première municipalité qu'il y avait à l'époque, dans le temps, qui s'appelait, on était des archives aussi, qui s'appelait La Fontaine, Ouais. avant qu'il déménage à Saint-Théodore de Churchill. La famille, à un moment donné, ils ont vendu leur lot. Et ici, à Saint-Donat, il y avait Hervé Granger et mon père. Mon père était plus vieux de la famille, qui sont venus s'établir à Saint-Donat. Le reste de la famille s'est établi à Saint-Génon, mon grand-père et tout ça. Okay. Mon grand-père était menuisier d'une temps. Et à cette époque-là, mon grand-père et les autres, ils ont eu 18 enfants. Et du côté de ma mère, qui était une recette, qui était de Churchill aussi, dans le Rancis à Churchill, c'était Hormidas Racette, qui était marié à une Graville. Eux, ils ont eu 14 enfants. C'est des grosses familles? Ouais. Ils se sont mariés à l'entour de 1918, à peu près. Et mon père est venu s'installer à Saint-Donat. Dans le temps, il appelait ça chez Browns, qui est le chemin des Sœurs Clarac, où il est GA. Il y avait une petite maison, là, puis il est arrivé à Saint-Donat, il s'est installé là. Ça, c'était les premiers temps de Saint-Donat. Probablement, ce qui l'a amené ici, c'est que M. Lachapelle, qui débutait dans le temps avec son magasin général, il se connaissait parce qu'il y avait Marie de Lévesque, qui était de la région de Churchill aussi. C'est qu'à partir de là, probablement que ça l'a emmené pour venir travailler pour M. Lachapelle. Comme au début, c'était des charretiers, parce que les camions, c'était rare. Et après ça, il a continué. M. Lachapelle s'est acheté des camions. Et lui, il était surtout pour rapprocher bio, ces affaires-là. Il y avait un groupe d'hommes avec ce qu'il appelait dans le temps un jammer. C'était un grand mot avec une poulie qui marchait sur un camion et qui montait les bio sur les camions pour pouvoir faire le transport du bois. Ça, c'était au début de tout, de Saint-Donat. Okay. Là, à cette époque-là, ça m'amène au moulin assis. C'est que j'ai eu connaissance que quand j'étais jeune encore, mais ça, c'est parce qu'ils en ont parlé. Surtout parce que je n'étais pas bien vieux, j'aurais dû avoir 5-6 ans, un peu ou plus. Ils ont fait du bois, surtout le bois franc. Parce que le bois mou était réservé pour les compagnies en bois, les consultateurs. Fait que Lachapelle a fait du bois. Et mon père avait entendu dire qu'il avait été contre-maître sur ces travaux-là, à l'époque. Et le transport s'est fait en hiver. Et ils ont fait ça par le lac Archambault. Ils ont fait un chemin sur la glace qu'ils ont fait geler, puis qu'ils ont fait durcir. Et les camions n'étaient pas tellement gros, parce que quand je t'avais compté qu'à un moment donné, ça avait passé devant la porte, puis dans la rue, que les devants des camions étaient soulevés, puis qu'ils traînaient ça avec des chevaux sur une bobe pour pouvoir les emmener sur le lac, parce que les chemins n'étaient pas ouverts à ce moment-là. Et ils ont fait du transport, je ne sais pas combien de millions de pieds de bois, ils étaient associés probablement avec M. Champoux. Et ils ont fait ça au moulin du Paminot, où le barrage du Paminot, il y avait un moulin aussi de monter là. Qui a été, je ne sais pas si c'était 2 ou 3 ans, parce qu'on m'a parlé à l'époque, peut-être qu'avant qu'il fasse le chauffeur avec les camions, qu'il avait fait du bois au lac Lajoie, puis un peu plus haut, le lac Aura, le lac des Sables, encore du bois franc. Et c'était transporté par les chevaux. Il faisait 2 voyages par jour avec les chevaux qui emmenaient ça au moulin. Le moulin, ça marchait de mon beau-frère
qui était cook au Moulin-Sy, là-bas, ça marchait 24 heures par jour. Fait que lui, il m'a dit que à cette époque-là, ça a dû marcher un hiver ou deux. Dans les années à peu près 37, 38, c'était là. Le chemin qu'ils ont fait sur le lac, il commençait sur les terres de M. Issa. Il embarquait sur le lac-là, puis il sortait au coin du chemin Régional, puis du chemin du parc, là. Okay. Puis il traversait le pont du Babinet pour se rendre jusqu'au moulin. Moi, je n'ai pas eu connaissance du transport de bois et tout ça, parce que j'étais trop jeune à cette époque-là. Ça, c'était juste ce que j'ai entendu parler. Okay. Je sais que mes frères ont travaillé à ces moulins-là, ceux qui étaient de l'âge de mes frères, donc qui étaient plus vieux que moi, de 15 ans. Ils ont travaillé là-bas. Après ça, la même compagnie s'est en été au lac Croche, puis ils ont bouché tout le caribou, là, puis ce coin-là, mais c'était encore du bois franc là aussi. Tout le coin du lac Silver, les lacs qu'il y avait dans les environs. Là. Ils ont tous descendu le bois franc en bas de la Dame du lac Poirot, un petit peu plus bas, qu'on appelait après, qu'on appelait chez Gabriel Riopel. Ouais. Il y avait un grand plat, là, puis là, ben, il y avait bâti un Moulin-Sy là, que moi, je n'ai pas connu, qui a été brûlé avec le feu de 39. J'ai eu connaissance du feu parce que nous autres, on avait peur un peu. On voyait le soir, c'était rouge en arrière de la montagne. Mon père m'a raconté qu'il y avait 4 millions de pieds de bois, sans tout passer au feu. Il y avait des chevaux, il y avait des cochons, des vaches, tout ça pour pouvoir nourrir il y avait un gros camp là, qui était là dans le temps, à ce feu-là. Il y en a d'autres qui doivent avoir eu des histoires plus que moi à ce moment-là. J'avais entendu parler qu'il y avait l'armée qui était venue aider pour le feu. Et ça avait commencé au lac Clé, dans le temps. Puis ça avait fait le lac Baribou, dans le temps qu'il appelait le Maribou. Ah. Puis après ça, ça avait traversé au lac Croche, tout le long du lac Croche. Puis je pense que tu as eu connaissance un peu au lac Silver. Après ça, ben, c'est un petit peu plus loin au lac Poirot, là. Ça avait fini à peu près après le milieu du lac à l'époque. OK. Là, ça, c'était l'époque des Moulin-Sy. Il y avait, dans le village, on avait 2 Moulin-Sy. On avait le moulin de Raymond qui avait été vendu à M. de la Chapelle. C'était des moulins qui étaient marchaient à vapeur. Tu avais une chaufferie avec des barrages qu'ils appelaient. Là. Les 2 moulins marchaient à vapeur. Le moulin de M. de la Chapelle était un petit peu plus moderne. Lui, il ramassait toutes le brinti, tout ça, qui était brûlé. C'est avec ça qu'il faisait la vapeur. Tandis que le moulin de M. Charbonneau, qui est devenu le moulin d'ici après, eux autres, il y avait plus de brinti, ils ne brûlaient pas, ça fait qu'ils étaient charroyés dans la rue à côté. Ouais. Il y avait un gros tas de brinti que j'allais jouer quand j'étais jeune, j'allais faire du camionnage. C'était à l'époque. Et, excusez. Après ça, la croûte était toute empilée. Puis là, ben, tu avais du monde qui venait chercher la croûte après qu'elle était séchée. Tu avais les piles de planches des 2 moulins, mettons de la Chapelle, qui s'en allaient aujourd'hui, ce qui est le parc des Pionniers. Parc des Pionniers. Et de l'autre côté, lui, sa planche était tassée au parking municipal. Aujourd'hui, qui est le parking. Puis dans le temps, c'était pour la planche. Okay. Puis, voyons, excusez-moi, après ça, le brinti, il était chargé sur un tas, les blocs, puis tous les bouts de bois, toutes ces affaires-là. Il emmenait ça sur des terrains, puis à un moment donné, bien sûr, il trouvait avant ça ou tout ça. Il va y en avoir qui allaient s'en servir pour chauffer. La Chapelle, à un moment donné, il s'était patenté un camion pour ramasser surtout les blocs, puis le bois d'un pied, tout ça, qui était tout scié en pied, puis là, ils vendaient ça une pièce voyage. Tout le monde qui voulait en avoir en été pour brûler le bois mou, parce qu'ils brûlaient le bois mou pour faire
à manger, parce que c'était plus vite que le bois franc. Le bois franc, ça servait pour le chauffage d'hiver. Ça, c'était à ce moment-là. La Chapelle avait 2 ou 3 camions pour aller chercher son bois. L'hiver, il mesurait le bois. Avant de faire ça, là, il allait à Rodon, il achetait des chars de poches, de moulées, de grains, de tout ça. Puis tout l'automne, avant qu'il neige, il montait ça. Il y avait une grange, il engrangeait au moins 500 poches dans l'automne. Un magasin, ça? En arrière du magasin, la Chapelle. C'était un peu le début du magasin. Oui, puis il y avait le magasin général de la Chapelle. Puis après ça, tu avais le Mouillancy. Tout de suite, lui, il alimentait probablement une grosse partie des jobbers de Saint-Laudon, c'est-à-dire les cultivateurs qui gagnaient leur vie l'hiver à l'époque. Ils faisaient des bio, puis ça donnait du bois pour le moulin dans l'été. Là, à ce moment-là, en 1949, la Chapelle, il surveillait le bois à Montréal. Le bois était tout classé, il y avait un mesureur du gouvernement qui venait classer le bois sur le classeur dans les piles de planches, il frappait ça sur le camion, puis il séparait tout ça. Puis il sortait les grilles, plus loin, puis il vendait ça à des compagnies à Montréal. Après ça, il y avait la scrap qu'il appelait, là, le bois qui n'était pas trop bon. Ça, c'était acheté pour charger les bateaux. Les compagnies, il y avait des compagnies de bateaux, ils mettaient ça dans le fond pour pacter, pour pacter le matériel, puis ces affaires-là. Parce que c'était du bois qui était pour acheter, probablement. On appelle ça du lest. LEST. Du lest, oui. C'est pour empêcher que ça bouge. Empêcher que ça bouge. Ça, c'était à cette époque-là. Moi, j'avais embarqué avec mon père, puis on avait été dompé là-bas. Tu n'avais pas de dompeuse sur les camions à cette époque-là. C'est qu'il y avait un rouleau en arrière. Un rouleau qui le long de la boîte. Était assis le long de la boîte, mais il y avait un rouleau en bas aussi, pour pas que le camion lève trop haut. C'est que là, il détachait tout le voyage. Là, il reculait, puis il arrêtait d'un coup sec. Le voyage tombait en arrière, mais là, le truc est devant l'air. Après ça, là, il avançait. C'était à l'époque où l'hydraulique n'était pas sorti encore. La débrouillardise. Du temps. C'était à l'époque du temps. Ouais. C'était... Après ça, après toute cette époque-là, mon père s'est acheté un camion. Et il y a M. Provost qui en avait acheté 2 lui, pour ouvrir les chemins d'hiver, parce que les chemins étaient fermés. Hein. L'hiver, donc je t'avais raconté qu'à un moment donné, il faisait 2 voyages par semaine à Saint-Agathe, avec 2 charretiers avec les chevaux. Il couchait à l'entier, puis il allait quelque chose au train de Saint-Agathe pour monter le stock dans l'hiver, ce qui avait manqué dans l'été. Ça des chemins battus, ça doit. Oui, c'était tout des chemins roulés. Roulés. Qu'il y avait à l'époque. Ici, à Saint-Laurent, les chemins d'hiver aussi étaient roulés, le chemin du village, et tous les chemins de rang. Il y avait des petits contracteurs qui avaient des rouleaux, ils roulaient le chemin pour l'hiver. Ça aurait dû être beau rendu au printemps. Mais rendu, ça calait. Hein. Et de temps en temps, il y avait une période de printemps là, qu'il y avait de la misère à passer. Là, à un moment donné, le gouvernement avait donné des contrats de chemin d'hiver pour M. Provost qui s'était acheté 2 camions pour ça. Puis il ouvrait de Saint-Donat à la Rodonne sur un côté, puis la 329 qui s'appelait la route 30 à l'époque, jusqu'à Saint-Agathe. Là, quand les chemins ont été ouverts, le premier souffleur qui est rentré à Saint-Donat, ils ont fait venir, ils ont eu un contrat avec la provinciale transport pour pouvoir, à l'époque, monter jusqu'au Jasper, qui était un skito à ce moment-là, qui faisait des compétitions internationales. Et là, ils ont commencé à rouvrir les chemins comme ça. Je pense qu'il y avait un autobus par semaine qui montait. C'était le début. Bon. Là, j'étais rendu au skito. Oui. Le skito, le Mont Jasper, était un des premiers où il faisait de la compétition internationale. C'était le premier T-bar qui est arrivé à Saint-Donat à cette époque-là. Après ça, il y a eu le skito Bilodeau.
Le ski Bilodeau, ça, c'était pas gros. Ça pointe. C'est à la pointe du château. Et là, ben, c'était un des premiers snowmobiles qui rentrait à Saint-Donat, qu'il y avait M. Bilodeau dans le temps pour voyager ses voyageurs de Saint-Agathe-Saint-Donat. Il a fait faire le transport. C'était 6 places. Il y avait eu, à l'époque, cette époque-là, Armand Aubin, que c'était lui qui allait chercher la malle à Saint-Agathe. C'est avec une motoneige ici de 6 places. Il allait tous les jours chercher la malle à Saint-Agathe, puis en même temps, ben, s'il y avait du monde qui voulait voyager, c'était un mini-autobus. C'était un mini-autobus. Ça, c'était les premiers transports d'hiver avant que les chemins rouvrent. Après ça, il y a eu, après que les chemins ont été ouverts, c'est-à-dire encore au même moment-là, il y a eu une compagnie de Saint-Agathe qui s'appelait Robert Taxi, qui s'est acheté une motoneige de 16 places, 16 passagers. À la même époque, Armand Provost, qui travaillait pour les compagnies, qui faisait du transport pour les compagnies et tout ça, avait acheté une motoneige aussi pour les bouchons, pour les emmener au chantier. Mais c'était pas une motoneige dans le centre. 16 places. C'était un plus gros un peu. Ouais, sinon. Oui, ce qu'ils appelaient les snows. Ouais. Après ça, La Chapelle en avait un aussi. Et si je me souviens pas si il Morin, Napoléon ou la Coireau aussi, là. 16 places à l'époque. Ça, c'était pour aller chercher du bois, puis voyager sur la neige, tout ça. Avant la période du camionnage. Là, on arrive au camion de mon père, là, en 1949, son premier camion qui s'est acheté. Il y avait la question des barrages aussi. Ah oui, les barrages avant, là. Les compagnies, ils faisaient des barrages partout, sur les cours d'eau. T'en avais un au lac Pembina, t'en avais un au lac Archambault, t'en avais un au lac Coireau. Du côté du lac Clé, là, t'en avais un qui était au lac Clé. Après ça, t'en avais un au lac Baribeau. Ça, c'était pour faire des réserves d'eau, pour pouvoir faire la drave de printemps quand il y avait la traversée des lacs l'été, là. Quand Villeneuve avait jobé dans le bois mou, dans ces années-là. Puis il n'y avait pas de chemin de l'autre côté du lac. Ça fait qu'à ce moment-là, il avait fait un chaland qui était traîné par un gros moteur. Puis il traversait le camion chargé de foin directement dans l'autre. Puis il déchargeait ça au bord du lac. Il remplissait les poches, les affaires-là, tous les besoins pour le chantier à cette époque-là. Ça, ce que je te raconte là, j'ai vu le chaland, j'ai vu quand le camion embarqué, parce que ça m'intéressait gros, le camionnage à ce moment-là, au quai du gouvernement qui était au bord de l'eau. Okay. Là, au quai du gouvernement, quand on passe là, la municipalité avait fait une petite cabane pour une pompe à feu à l'époque, ce qui allait avec le truc de pompier du temps. Puis, il avait creusé un tuyau de 4 pouces qui partait de cette cabane-là, qui montait jusqu'au coin de la rue, de la place Monette. Ça, c'était la première bonne fontaine qui s'est faite à Saint-Donat, parce que, à l'époque, l'aqueduc n'était pas fait. Ça donnait de l'eau, s'il y avait un feu au village, là, ça donnait de l'eau au village, avec un tuyau de 4 pouces. Ça avait été creusé à la main. À l'époque, il n'y avait pas de machinerie pour faire ça. C'était, quand il y avait une roche qui avait à peu près 2 pieds, là, il disait c'est du cap, ça n'a pas de bon sens. J'ai 15 ans, ça s'était creusé à ce moment-là. Là. Et pour les premières choses à faire. À ce moment-là, c'était des tuyaux de fer ou c'était des tuyaux de bois? Là, c'était à l'époque du tuyau de bois, okay. Parce que les tuyaux de fer, c'est arrivé après. Okay. Ça, c'était le premier pour le feu. Là, à la municipalité, là, il y avait bâti en avant une affaire pour le camion, la tour que je parlais tantôt. Après ça, tu avais la salle municipale qui était au deuxième, puis le bureau municipal était en arrière. Puis c'était pas grand, là, dedans. Il y avait de la place à peu près pour le secrétaire et le chef de police, là, puis la table de conseil, il n'y avait presque rien. Parce qu'en arrière de cette salle-là, fonctionnel. Oui, juste fonctionnel, un peu. Puis c'était même pas creusé en arrière. Et la salle municipale, ben, elle servait pour faire les spectacles. Et, il y avait des troupes aussi qui venaient faire du théâtre, tout ça, à différentes occasions. Là.
Là, après ça, ben là, il y avait à l'époque, pour le feu aussi, vu que les compagnies faisaient du bois, il y avait les tours à feu. On en avait 3 ici dans le territoire. Tu avais sur la montagne Godette, là, qui était la montagne du Jasper, c'était mieux. C'est Ici. ça, 329. Après ça, tu avais on appelait ça la montagne chez le Guerrier, qui était le long de l'Aquaro. Ouais. À l'époque, il y avait une tour à feu qui était là. Puis tu en avais un autre qui était en haut du village, au lac des Arbres, qui était à peu près à 5000 plus loin que le lac Clé. Toutes ces tours-là étaient intercommuniquées. D'une tour, ils voyaient l'autre tour. Mettons, celle de chez les Guerriers, ils voyaient jusqu'à Montréal. Après ça, si tu regardais, mettons, du côté de l'Aquaro, ils voyaient l'autre tour qui était le long de la rivière Assomption, qui protégeait tout le territoire de Saint-Côme. Puis tu avais celle du lac des Arbres qui protégeait tout le territoire du côté du lac Cyprès. Aller jusqu'à, mettons, Saint-Michel-des-Saints, tout ça. Ça, c'était sous la responsabilité de la Saint-Maurice. La Saint-Maurice-Forêt, c'était M. Nieli qui travaillait pour la Saint-Maurice-Forêt à l'époque. Il y a eu M. Labelle aussi, qui a travaillé pour la Saint-Maurice-Forêt à l'époque aussi. Le père de Marc Labelle? Le père de Marc Labelle, oui. D'ailleurs, M. Labelle, quand il a quitté Saint-Maurice, il lui avait remis une pompe à feu. Et Mme Labelle nous a remis à la société la pompe à feu la semaine passée. Une pompe de 1922 ou 26 qui pompait 30 gallons US à la minute. Une sortie de 2 pouces puis une entrée de 2 pouces. Oui, parce qu'à cette époque-là, quand il y avait un feu, tout fermait, les moulins aussi, tout ça là, fermait, et tout le monde allait au feu. Ça, c'était... parce que c'était bien important, hein, pour que les feux s'étendent tout ce qu'il fallait. Ton gagne-pain. Oui, bien c'était ça. Puis même les feux du village, quand il y avait un feu du village, ils fermaient le moulin aussi, puis tout le monde allait pour aider. Mais c'était bien rare, la maison brûlait pas toute, parce que c'était des systèmes bien rudimentaires à ce moment-là. Là. Et tu n'avais quasiment pas de monde qui était bâti alentour des lacs non plus. C'était surtout pour le centre du village. Alentour des lacs, ça s'est développé pas mal après. C'est que là, à cette époque-là, c'était ça. Là. Il y a, après les tours à feu, il y a les barrages qu'il y a eu. Les barrages, ils ont repris après, pas mal plus tard, qu'ils ont fait en ciment et tout ça. Parce que au départ, c'était la console qui avait fait les barrages pour son goût. Le bois franc, lui, il n'était pas dravé. Non, parce qu'il calait. C'est ça. Il était charroyé, puis il était assis sur place souvent. C'était pour ça que les mouillanciers existaient à l'époque. Là, en 1949, on revient au camion de Montréal. Il s'était acheté un camion, puis c'était pas l'excavation qui était le principal, mettons. Il n'y avait pas de tracteur à ce moment-là, il n'y avait pas. Puis l'excavation, c'était surtout le village, parce que le tourisme, c'était le village. Tu avais, mettons, on va parler du manoir de Laurentide, là. Après ça, il y avait le château du lac, tu avais le Jasper, tu avais la pension Simard, la pension Leblanc, le nom de l'Aquaro. Et ça, c'était pour la période d'été. Le monde arrivait le printemps, durant la période, c'était des professeurs ou des policiers, des pompiers de la ville de Montréal qui venaient prendre des vacances à l'époque. Les professeurs, là, étaient chanceux, ils restaient tout l'été. Et là, ils avaient fait des tannis. Tu avais la période des camps, à cette époque-là, aussi, les gros camps. Tu avais le camp Morgan qui pouvait avoir 600 jeunes à l'époque. Tu avais le Porter Camp qui avait au moins 200 personnes à l'époque aussi. Lui, c'était plus rustique un peu, puis les jeunes de camping, ils faisaient il y avait des tentes de montée, là, tout ça, là, puis ils faisaient du scoutisme en même temps. Et plusieurs personnalités qui ont été au gouvernement à l'époque, c'était un camp qui était un petit peu plus luxueux. Puis ces enfants de ce monde-là
à un moment donné, ils ont fait des études, puis ils sont allés un peu partout, à travers le gouvernement, un peu partout, là, puis à Montréal, puis tout ça. C'est-tu l'époque où le tourisme a commencé, puis les pourvoiries? Les pourvoiries, ça, c'était avant. Avant? Oui. C'était les pourvoiries, oui, c'était avant ou pendant. Mais c'est sûr, c'est avant. Quand tu parles du caribou, là, par exemple, là, c'était avant. Le caribou, ça a été jusque dans les années 60. Oui, bon, c'était à l'époque, avant le tourisme du village. Oui, puis le caribou était là au feu. Le grand feu, oui. Il était le caribou, il fonctionnait déjà. Là. Oui, puis le chemin du lac Ouareau n'était pas fait à l'époque. Hein? C'est ça. À ce moment-là. Il partait de chez Damas Morin, puis s'en allait jusqu'à Xavier Grenier en chaloupe. En chaloupe, c'est ça. Puis après ça partageait. C'est ça. Il travaillait, je ne sais pas s'il traversait le barrage à ce moment-là. Le barrage aurait dû être fait, j'imagine, à cette époque-là. En tout cas, ça, c'était plus loin que moi un peu. Là. Et il y avait pour continuer l'époque des camps, tu avais le camp Robinson, qui était au lac Noir, ou au lac Bœuf, qui n'est pas le plus précis. Eux autres aussi, il y avait à peu près 200 jeunes, eux autres aussi, à l'époque. Après ça, l'autre camp, c'était le Bayview, c'était un monsieur qui avait bâti le camp, qui est devenu, après une faillite, le camp de la Fédération. Okay. Ça, c'était quand la Fédération a acheté ce camp-là. C'était pour le monde de la ville de Montréal, les jeunes qui n'étaient pas trop riches, là, puis qui venaient passer 15 jours, 3 semaines, avec des animateurs, puis tout ça. C'était un gros camp, c'était un camp qui avait quand même 200 personnes là aussi. C'était dans la ville louche. Okay. Après ça, dans cette même époque-là, tu avais les scouts, là, qui étaient un petit peu partout. On appelait le camp Ville-Marie, qui était un camp de scoutisme, qui était au lac Provo, à l'époque. Et tu avais les Jacolous, qui étaient du côté du lac Croche. Je ne sais pas si tu as vu l'enseigne. L'enseigne est encore là. Oui, ça c'était du scoutisme. Tu avais des guides, les filles c'était des guides, puis les garçons c'était des. Parce que dans le temps, ça se mêlait pas. Ouais. Fait que qui venaient passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Okay. Le temps du tourisme de l'époque, là, ça commençait à Saint-Jean-Baptiste, puis ça finissait à peu près un petit peu avant la fin du travail. C'est là que la période où le manoir des Laurentides s'est bâti, puis tout ça. Avec la première salle de danse, puis les premières chambres. Le château, lui, existait depuis pas mal plus longtemps. Parce que c'était M. Biodot qui était propriétaire de ça. Puis lui, comme il y avait du monde qui venait faire du bois, tout ça, ben lui, l'hiver, il servait, il y avait un bar, puis tout ça. Puis il y avait des chambres, puis l'été, ben, c'était pour le tourisme. C'était un peu comme au Lac-Croche, à l'hôtel du Lac-Croche. Il y a eu l'hôtel du Lac-Croche aussi. L'hôtel du Lac-Croche, l'été, il y avait des touristes, l'hiver, c'était les jobbers. Qui a été bâti après, là, ça aussi. Ouais. C'est le plus vieux là, du groupe, c'était le Château du Lac à l'époque. Tu avais, à cette époque-là, il y avait des hôtels. Je ne l'avais pas mis sur ma liste, l'hôtel du Lac-Croche, mais il y en avait 11 dans cette zone-là. Tu avais le vue du lac. Ils vivaient tous. Ah ben oui, tout le monde vivait à l'époque. C'était surtout pour l'été. Ouais. Tu en avais au Lac Noir, tu en avais l'hôtel Godette, qui ont fait les premières boîtes à chansons quand j'étais à moi de Montréal. Ils venaient dans le sous-sol. Avec la Clémence Rocher, Jean-Pierre Ferland, tout ça. Là. On allait voir les spectacles dans le sous-sol, les boîtes à chansons à ce moment-là. Et là, après ça, là, c'était à l'époque où mon père, quand il a acheté son deuxième camion, s'est acheté un petit tracteur pour pouvoir charger son camion. Un peu. Comme je te contais, le tracteur n'était pas bien fort. Et ma foi, je pense qu'il devait à peu près 2000 livres, ce qu'il appelait l'arraché à la terre. Ouais. Quand il était dans les airs, c'était à peu près 500 livres. Là, ben, ça ne prenait pas des grosses boîtes de camion. Ah, non, puis à part de ça, ben, ça nous mettait à échanger souvent parce que d'un tracteur à l'autre, ce qui arrivait, c'est qu'on avait toujours des plus performants.
Puis le troisième tracteur qu'on avait acheté, là, on l'avait acheté avec un loader pas mal plus performant, puis là, on a mis une pépine dessus. Les premiers pépines qui s'étaient installés à Saint-Jonat. Ça a toujours été des tracteurs à chenilles, là. Moi, c'était toujours les à chenilles, parce que les machines à roues n'existaient pas bien à l'époque. Et ça allait vite, là, parce que c'était le commencement de l'hydraulique, ça. Hein? C'est même les pelles de l'époque, c'était toutes des pelles à câble. D'accord, ouais. Il y avait ça les railings avec des grands mâts. Puis, quand il allait comme d'un bas, il creusait le canal, je ne sais pas si M. a vu ça. C'était tout creusé avec des boquettes qui lançaient, là, puis qui ramassaient la terre, puis tout ça. Et là, ben, l'hydraulique a été inventée, mais c'était pas bien fort, puis ça brisait souvent, puis tout ça. C'est que là, d'une machine à l'autre, c'est parce que on les faisait travailler tellement fort pour la grosseur de la machine qu'au bout de 2-3 ans, il valait mieux, plutôt que la réparer, il valait quasiment aussi bien la changer. C'est que là, ils nous donnaient un crédit pour notre vieille machine, puis on changeait pour un petit peu plus neuf, avec une nouvelle technologie, puis qu'est-ce qui était meilleur, pas mal mieux, un peu plus fort, puis c'est ça. Et on a eu, à cette époque-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a changé 8 tracteurs, là, avec plus performants. Quand je suis allé au Lac-Silver, que j'étais travaillé chez vous, j'étais dans la période de la série C, qui était un tracteur qui était pas mal plus performant pour la grosseur qu'il y avait. C'était un tracteur qui allait un peu partout. Vu que les terrains étaient bien rough, et que tout ça, moi, c'était ma spécialité d'aller dans les montagnes et tout ça, parce que les machines à roues, il y avait de la misère à descendre là-dedans. Puis ça remplaçait un peu les tracteurs avec des lames, mettons, qui creusaient des caves, puis ça prenait un grand territoire, mais que nous autres, ben, ça travaillait dans pas grand. Et c'était suffisamment fort pour faire l'ouvrage qu'on avait à faire à ce moment-là. C'est que là, ça, on a fait ça jusqu'en 75. À cette époque-là, on a changé de camion plusieurs fois aussi, parce qu'on travaillait dans le bois. Et c'était dur l'hiver pour le camionnage, parce que je revoyais le bois de 4 pieds pour la compagnie. Après ça, ben, les bio. Puis tout ça, c'était assez dur. L'été, c'était moins dur un peu, puisqu'on revoyait le bois mou. Mais l'hiver, c'est parce que c'était froid, hein. Et ça brisait plus, et tout ça. J'ai été pendant 4 ou 5 ans, puis à un moment donné, ben, le mal de dos m'a pris, puis j'ai été obligé d'arrêter. Et on revoyait le bois à ce moment-là. Tu avais les chantiers, les Villeneuve, ouais, c'était tout au crochet, hein, à cette époque-là. Puis tu avais du bois. Les Villeneuve, là, quand ils ont fait le bois, qui n'avait jamais été coupé, tu me dis que tu avais eu des photos de ça? Oui, oui. Bon, ben, il y avait, en hiver, là, le bois avait averagé 35 bûches à la corde. Tu avais des bûches qui étaient à la hauteur de la table. Le bois, là, c'était assez beau de passer là-dedans avant que la coupe soit faite. C'était une vraie beauté. Okay, on voit des photos, là, des anciennes photos, là, le moulin assis de Raymond, puis les vidéos, ça doit avoir 3 pieds de diamètre. Ah oui, c'était ça. Ouais. Moi, le plus gros morceau de 4 pieds que j'ai vu à l'époque, il y avait 48 pouces. C'était presque. Une fois, on avait compté les années. On était 2 ans pour changer ça au crochet, à l'époque. Il y avait le camp La Rochelle, qui était un petit peu en avant du camp de M. Villeneuve. Tous ces chantiers-là, ça allait domper au Lac-Cyprès, sur la dompe du Lac-Cyprès. Tu avais M. Lavoie, Isidore Lavoie, qui était jobber, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à cette époque-là. Là. Et lui, il était un petit peu plus loin au Lac-Cyprès, vers le barrage, vers l'autre bout, à la Dame. Là. Puis, son bois était moins pesant un peu. Parce que plutôt que du sapin qu'il appelait le sapin bleu, qui était pesant à faire épouvantable, lui, il était dans l'épinette jaune. C'est que pour nous autres, les chargeurs, on avait bien ça, parce que c'était moins pesant. Puis, on faisait l'hiver dans les chantiers. L'été, ben, mon père continuait son charroyeur de Bilou, là, qui entreprenait. On en a charroyé pour le moulin de Issa, La Chapelle. On en a charroyé à Rodon. Là, il était reconnu parce qu'on avait une chargeuse à ce moment-là. C'était un câble, c'était une installation avec ça marchait sur la transmission du camion, avec un shaft puis il y avait un genre de winch
puis qui était avec une strap. Ça roulait tout le temps, puis quand que tu faisais pression avec la strap, le winch, lui, il faisait rouler un câble, puis ça faisait monter le Fait que tu avais un câble autour du bio qui montait. non, c'était des bras de fer. Ah, OK. Et avec une poulie qui montait. OK. Et là, tu mettais, mettons, 2-3 bio de bois mou, 4 bio. Et là, ben, il montait en charge, puis ça tombait dans le camion. Fait que c'était pas mal plus vite qu'à la main, là. Tu sais, c'était le changement qui s'était fait. Et nous autres, ben, dans le temps, ça prenait moins de personnel que quand la chapelle avait ses jammers, mettons. Et que ça y prenait une équipe d'hommes à ce moment-là pour pouvoir charger. Tout ça, tandis que nous autres, à 2 hommes, 3 hommes, on pouvait faire quasiment le même rendement. C'était reconnu pour ça. Là, après ça, ben, il y avait à ce moment-là le gouvernement qui donnait l'ouvrage un peu à l'automne. Ils ont fait le gravelage du chemin Biodo. Une partie du chemin, parce que le chemin n'était pas ouvert à grandeur. Il y avait une partie qui était ouverte au village. Puis l'autre partie était ouverte à partir du coin de 329. Puis ça ne se joignait pas entre les deux. Là, ben, il avait pris du gravier à l'entier pour pouvoir changer ça à cette époque-là. Et on trouvait à l'époque qu'il y avait des camions qui étaient assez gros, là, ils appelaient ça des 5 tonnes. C'est ce qu'on voyait pas, hein. C'était des petits 3 tonnes, mon vieux, avec des boîtes de bois. Puis là, ben, ces camions-là étaient plus gros, mais c'était des si gros. Ah. C'est que il y avait des gars qui étaient pas mal ambitieux, puis ils mettaient pas mal payants. Quand ils arrivaient pour domper, c'était tous des petits ponts de bois, puis ils défonçaient les ponts. C'est que les gars s'arrachaient les cheveux pour tout rebâtir les ponts à ce moment-là. C'était cette époque-là. À l'époque des Mouillancy, il y a eu le feu de, je ne sais pas si tu as entendu parler, du garage Légaré, Non. qui était face aujourd'hui, c'était voyons, c'était Roch Aubin qui était dans le monté. Là. Il y avait la maison de Émile Desrochers, ça avait le garage BP. Tu te souviens du BP? Oui. Ouais, il y avait M. Émile Desrochers à l'époque. Et à côté, il y avait le garage Légaré, qui était monté sur le pilier, là, parce qu'en arrière, il y avait à peu près 12 pieds. C'est qu'il y avait un plancher de bois, là, puis qui faisait de la réparation, puis à un moment donné, le feu a pris, puis ça a tout passé au feu, ce histoire-là. Et il y avait des tanks à l'oxygène à ce moment-là. Et ça avait explosé. Hein, les pompiers avaient quasiment tout tombé sur le dos. À l'époque, ça avait fait peur, une affaire épouvantable. Ça, c'était un peu comme le garage Auger qui était oui. ici. Mais c'était plus petit, hein, c'était plus petit, un garage un petit peu plus petit. OK. Auger, c'était le deuxième garage où il y avait des pompes à gaz à l'époque. Après ça, dans les garages, tu avais les forgerons là, avant les garages. Tu avais le forgeron qui avait transféré l'ancienne salle municipale en face de la nouvelle salle que je t'ai parlé tantôt, sur le terrain en arrière de la Banque provinciale, qui n'était pas bâti à l'époque. Il avait transféré l'ancienne salle, puis il avait fait une forge avec. Okay. Et c'était M. Léon Choquette qui fait les chevaux, puis qui faisait tout ce qu'il y avait l'hiver, et il allait travailler dans les chantiers, qui s'occupait. Tu avais une deuxième forge qui était à la place de Pierre Forget, qui était M. Godon. Okay. Et le père, puis après ça, c'était Idé Godon, qui était forgeron. Après ça, ils ont transformé ça en un garage. Parce que la forge, ça ne marchait plus bien. La période des chevaux était passée pas mal. Et, quand tu parles de la maison derrière de la Banque provinciale, c'est pas Beau Séjour qui aurait oui, qui a ça maintenant. OK. Qui a ça maintenant, mais qui aurait transféré, qui aurait déplacé la maison avec les chevaux? Non. Non? C'était la municipalité qui avait transféré. Et à côté de ça, tu avais la boulangerie. Ouais. La boulangerie de M. Charbonneau, Roland Charbonneau, qui était le premier boulanger, moi, que j'ai connu. OK, après ça. Qui a vendu à M. Desmeules. Desmeules, OK. Moi, c'était. Et lui, M. Charbonneau, il était s'installer au coin de la rue à côté, là, en arrière. Là. Il y avait le bureau de poste, le premier bureau de poste que moi j'ai eu connaissance.
c'est lui qui avait ça. Et ben, il y avait, en même temps, ben, il s'était parti une affaire électrique, d'électricité, il était électricien. Et il y avait une compagnie de vente d'huile aussi à l'époque, à ce place-là. Quand tu dis en arrière, là, tu parles de... La place Monette, là. La place Monette, OK. Qui faisait pignon sur rue, au coin. OK. Le coin de la rue, là, c'était à l'époque, c'était le René Charbonneau qui avait là. OK. Ça a brûlé à l'époque du feu de M. Monette. Là. OK. C'est pas mal après. Hein. Et la boulangerie où tu existait à ce moment-là. Ouais, t'es de ce Parce côté-ci. oui, puis il livrait le pain, M. Demeule, là, dans le temps, il livrait le pain avec un châle pour le village. Et il s'est acheté une camionnette pour faire les camps, tous les camps. Parce qu'il y avait des camps à Notre-Dame-de-Merci aussi. À l'époque, il y avait le camp Waro, puis il y avait le camp de la JOC, je pense. À l'époque, là, le camp Waro, c'était un camp de filles, puis la JOC, c'était un camp de filles et garçons. C'était peut-être filles, ouais, c'était filles aussi, à l'époque. Puis c'était à l'époque où tous ces jeunes-là allaient faire du canot. Ils partaient de la rivière Pembino, ils faisaient tout le circuit du Pembino, des fois de l'Aquaro. Et quasiment tous les camps faisaient du canot à l'époque. C'était à peu près une des seules activités qui... À l'époque, c'était ça, ouais. Puis après ça, on va aller visiter. Ça fait pas de mouche. Ouais. On Ouais. s'y arrosait pas dans ce temps-là. Comme il n'y avait pas de chemin autour des lacs, puis tout ça, ben, ils traversaient les lacs ben, souvent en canot, puis tout ça. Et, ils allaient faire la rivière du Nord, là, puis et les moniteurs, ils partaient des camps, même de l'Entier. Il y avait des gros camps là aussi. Puis ils venaient faire du canot ici, puis avec les moniteurs. Là. OK. Ils se promenaient 10, 12, 15 canots à la fois. Là. Ça, c'était à l'époque, nous autres, on était jeunes. Là. On n'était pas bien vieux. C'était... Tu parlais qu'à un moment donné, le transport du bois, là, ça se faisait par camion ou sur le lac. Oui, ben, il y a eu, si on revient en arrière un peu, là, c'est que le moulin de Charbonneau, eux autres, la famille était grosse, du côté du lac. C'était des Issa, mariés des Charbonneau, tout ça. Puis il y avait toutes les loups qu'il y avait là. Eux autres, ils faisaient du bois l'hiver. Puis plutôt que de transporter sur la glace, souvent, ils le baumaient l'été, puis il y en a ça de nuit. Parce que c'était moins venteux de nuit que de jour. Et il y en arrivait aussi au moulin de la Chapelle à l'époque. Et la balance était transportée quand on pouvait pas avec les camions. Okay. Parce que le surveillage du bois. Ça, c'était un peu l'époque des bateaux à vapeur, le steamboat qui appelait. Les compagnies. La compagnie, ça, quand il y a eu le camp que je t'avais parlé, qui avait fait les autres, ils avaient fait, je pense, 50-60 000 courbes dans la rivière Michel, parce que c'était eux autres qui avaient c'était Villeneuve qui était déjà là. Et la rivière Michel, il faisait la drave sur la rivière Michel, qui arrivait dans des baumes. Là, et là ben, il baumait tout ça. Là, il y avait le gros chaland, qu'on avait déjà parlé, qui traversait le lac, puis s'en allait de l'autre côté. Quand il y avait il ventait pas trop, c'était pas pire. Mais la période où les glaces déprenaient, le printemps, on avait toujours une période d'une couple de semaines autour des lacs, il ventait beaucoup. C'est que si ça tenait à frapper un vent contraire à ce moment-là, une année, il avait été obligé d'attacher le yacht là, à Pointe-des-Prêtres. Puis il y avait été 4 jours qui avaient assez venté que le pont avait reculé jusqu'en arrière du château du lac, là, dans le fond de la baie. Parce qu'il n'y avait pas été capable de tenir avec des câbles, là, parce qu'il pensait que le bateau au fond. Il emmenait le bois au lac Tire, dans la baie de Tire. Puis de là, il y avait des bombes, là. Et c'était dirigé vers le barrage du lac Archambault. Après ça, du lac Archambault, c'était le lac Waro. Puis il rebaumait encore à partir du Rocher Rouge, là.
il y avait l'eau montait, puis le rocher rouge, il y avait de l'eau partout en arrière de ça. Il fallait monter l'eau assez haut pour pouvoir traverser le bois. Là, puis là, il ramassait encore, puis il faisait de tour à Grand Point, puis il l'emmenait jusqu'au barrage du lac Aquaro. Que là, ben, de là, il s'en allait naturellement à la rivière au lac Croche. Okay. Quand ils ont fait le bûchage de ce coin-là, à ce moment-là, ils ont fait le lac Saint-Onge, là, puis tout ça. Ouais. Ça, tu dois en avoir entendu parler aussi. Puis... Le Caribou. Tu avais le lac Silver qui a été bûché à peu près à la même époque. Le lac Clair, ils appelaient ça le lac Clair à l'époque. Ouais. Après ça, eux autres, c'était dirigé encore le lac Croche, parce qu'à partir du lac Croche, ça tombait tout à la rivière Waro. Puis tu avais le petit pont. Bien souvent, il allait domper à partir du pont, je pense. Oui, au Saint-Onge. Okay. Quand ils ont fait le Saint-Onge, puis ils ont bûché ce coin-là. Moi, j'ai pas les chars voyages d'hiver à ce moment-là, je l'ai pas fait. Je sais qu'ils ont dompé au 5, là, à 5, au 4. Au 4, là, ils ont dompé l'hiver sans glace. À la fonte des neiges, pour que ça continue. La descente. Puis quand il avait fini de ramasser le bois, qu'il appelait la soupe, dans le printemps, bon, ben là, à ce moment-là, ça prenait le Waro, puis il se ramassait des groupes. Là. Puis là, ben, il suivait le bois, il ramassait tout ce qu'il y avait qui était dans le bord, tout ça, puis il ramassait. Le long de la rivière Waro, et jusqu'à Rodon. De Rodon, il y avait le barrage électrique qui traversait ça, puis il y avait les chutes Darwin. Ouais. Puis ça se rejoignait un peu en bas de Rodon avec la rivière d'Assomption. Parce qu'il faisait la trappe du côté de la rivière d'Assomption, parce que à partir du cyprès, il y avait une montagne, là, puis le bois descendait du côté de l'Assomption au lieu de venir vers le cyprès. Okay. Pour une partie. Moi, j'ai participé avec les camps des Isidore Lavoie. Ils remontaient le bois jusqu'au cyprès, à partir du lac d'Assomption. Tout le bois mou était remonté. Le bois franc, lui, était dirigé vers le moulin de Champeau, okay. Qui était à Saint-Côme à l'époque. C'était à cette époque-là. Non, ça couvre-tu toute la partie? C'est assez. On continue. On continue? Oui. Okay. Bon, je voulais te parler un petit peu de la maison ici. La maison ici a été bâtie en 1927. Moi, quand j'étais jeune, je suis le seul de la famille qui est né ici. Les autres ont tous nés à Saint-Donat, mais ailleurs un peu. Puis, on n'avait pas, à ce moment-là, on n'avait pas le gazeux qui passait. On avait un puits, puis on avait un petit puisard, un tonneau, parce que tu avais un clos de vaisselle, un bout de toilette à ce moment-là. J'ai eu connaissance à un moment donné que quand ils ont passé ce fameux tuyau de travers-là pour faire le gazeux, que là, il y avait de la pression. Là, mon père s'est acheté une tank à l'eau chaude, parce qu'avant ça, c'était le poêle à bois, tu avais les cuvettes, puis tu avais le boileur en arrière pour chauffer l'eau. Ça, c'était la journée du lundi matin qui faisait le lavage, parce que pour faire chauffer l'eau, puis tout ça, ça prenait toute la journée de faire ça. Après ça, mon père s'est acheté, il appelait ça un waterfront, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, qu'il mettait dans le poêle où était le feu pour chauffer la tank. Et ça avait un inconvénient, c'est que quand l'hiver, le poêle chauffait beaucoup parce que tout le chauffage était au bois. Le soir, là, mon vieux, vers la fin de la journée, là, la tank elle se mettait à bouillonner. Et là, je me rappelle, t'attendais blou dans mes maison. Là, il ouvrait un chanveux pour ôter de l'eau chaude, pour pouvoir mettre l'eau chaude, pour pas que la tank saute là, à ce moment-là. C'était à la même époque où on faisait son pain. Le mardi, c'était le pain, il y avait les huches, ce qu'il appelait. Là. Ouais. Là, on faisait son pain pour la semaine. Après ça, il avait installé, avant le casuc, il avait installé une pompe à l'eau. Ça prenait un peu d'eau
pour remplir la pompe à l'eau, pour pouvoir la remplir, parce que tu n'avais pas de foot valve au puits, c'était un tuyau. L'eau montait, puis après ça, elle redescendait au puits. Ça, c'est une pompe électrique ou une pompe à bras? À bras. À bras. À bras, à ce moment-là. Ouais. Parce que l'électrique, ça n'existait pas à l'époque. Là. Ça, c'était. On en parlera, tu me feras penser. Pour continuer mon histoire, là après ça, ils ont fait installer des toilettes. Avec, là, ben, le puits, ils ont condamné le puits parce qu'on avait un puits. C'est que le puits est devenu le puisard. Puis, à l'époque du puits, et quand ils traillaient les vaches, tout ça, ils mettaient le lait. Il n'y avait pas de glacier ni plus rien. Ça me rappelle à d'autres choses, qu'il y avait à l'époque. Ça fait qu'à ce moment-là, ils mettaient le lait ou la crème dans le puits, puis l'eau était fraîche. D'un canis. Oui, d'un canis. C'était attaché avec un fil de fer. Et là, ben, après ça, on a eu les premiers glacières, ce qui m'amène à M. Henri Charette, qui était le premier à faire de la glace commerciale. Tu as entendu parler? Oui. Bon, il avait fait de la glace au Bec à Canard à l'époque, qui était le chemin arrivé aujourd'hui. Sur le chemin Bilodeau. OK. Donc, le chemin se rendait jusque-là. Et il avait fait une glacière, là. Il faisait sa glace l'hiver. Et l'été, il mettait du brintil et tout ça. Puis l'été, il vendait sa glace. Il faisait toute la run de Saint-Laurent, de Merci, avec un petit camion vert d'à peu près une tonne et demie. Avant ça, pour la période de la glace, le temps des chantiers qu'on parlait, aux fêtes, le monde, il prenait des vacances pour 3 semaines, 1 mois, tout le monde. Et les chantiers fermaient, parce que ça, c'était la période où ils faisaient épaissir la glace sur le lac, au bord de l'eau. Okay. Puis là, ils se mettaient 3 ou 4, 5 familles ensemble, avec les enfants. Là, tu avais un siège qui était sur la glace, puis ils faisaient des blocs là, juste pour pouvoir les transporter. C'était chargé sur des bogues, puis là, ils remplissaient les glaciers. Chaque maison. Chaque maison. Nous, on avait ça. En arrière, ici, à l'époque qu'on parlait du puits, après qu'on a eu la caduque, on avait ici la glacière. À côté de ça, tu avais un genre de chambre froide pour conserver un petit peu la viande, conserver les légumes fraîches, qui c'était rafraîchi par la glacière. À côté de ça, tu avais l'hangar à bois, parce que le printemps, le monde, il faisait leur bois, il allait chercher le bois avec des permis du gouvernement. Il emmenait ça dans le cours, puis durant la période où il n'y avait pas d'ouvrage, là, il faisait de bois paille pour l'année suivante. Après ça, après l'hangar à bois, on avait la grange. La grange pour les animaux. En arrière, c'était la toilette. Avant qu'on pose la toilette, c'était des toilettes sèches. Après ça, tu avais les animaux. On avait un cheval, une vache, et là, tu avais l'écurie qu'on appelait. Tu avais des poules. Après ça, il y avait la scie au cochon. Il élevait 2 cochons par année qui tuait. Il en vendait un, puis il en tuait un au décembre. Il faisait boucherie. Il faisait boucherie au fer, à ce moment-là. Et après ça, il y avait les poules. Il y avait une douzaine de poules qui donnaient des œufs. On n'en vendait pas parce que c'était pour fournir la maison à cette époque-là. C'est que ça faisait plusieurs bâtisses. Ça prenait du terrain. Oui. Après ça, cette grange-là, quand on a commencé à contracter, on a débâti ça. On s'est bâti des garages à la place pour faire des abris pour les camions, les tracteurs. Le garage actuel, là, qui a été bâti à peu près dans les 30. C'était un père qui l'avait bâti. Oui, le père de mon père qui était venu aider. C'était un menuisier. Oui, c'était des menuisiers charpentiers à l'époque. Fait que tout ton stock était ici, sur ton terrain. Il était sur le terrain, moi. Et moi et ma femme, quand je me suis marié, on habitait de l'autre côté. On avait la maison au bord, puis mon père habitait ici. Et là, ça faisait des abris pour nos garages. Quand j'ai arrêté en 1995, là, j'avais plus besoin de ces abris-là, tout ça. Fait qu'on a tout défait, c'était tout du vieux bois de grange, puis de la vieille tôle, puis toutes ces affaires-là. On a tout défait ça. Là, je me suis fait un terrain avec.
en 95. Puis là, tu as planté des fleurs. Ouais, mais là, oui, mais ça, ma femme a trouvé des fleurs dans notre maison. Il y en a un peu. C'était. Ouais. Après ça, ben là, c'était l'époque du centenaire, là, quand ma femme Oui. a fait parler. L'électricité. L'électricité. Ah oui. Bon, le premier courant qu'il y a eu au départ, là, c'était M. Fernando Couture qui avait une turbine à l'eau qui était sur qui avait fait il y avait un petit barrage à côté du lac à Chambault. Le grand barrage, encore là, que je ne t'avais pas parlé, il y avait le pont couvert. Pont couvert, oui. Qui était au-dessus de l'ancien barrage, le premier barrage que le conseil avait fait. Puis le pouvoir d'eau, lui, était sur un petit barrage qui était à côté de ça. Il y avait, je t'avais raconté qu'il y avait 16 lumières de village, c'était sur 110, puis que les maisons de l'époque étaient alimentées avec juste une lumière. Une lumière, puis il n'y avait même pas de prise de courant pour d'autres choses à ce moment-là. C'était primitif. C'était primitif, ouais. D'ailleurs, d'abord qu'on avait la lumière, C'est ça. c'était rouge en masse. Mais c'était mieux que la lampe à gaz, puis Ben oui. les fanales à gaz aussi, à l'époque. Pas son aqueduc, son pouvoir électrique, là, Oui. c'était-tu à côté du moulin? Parce qu'il y a un moulin aussi. Le moulin a été bâti sur le pouvoir. Sur le pouvoir, non? Oui. C'était son gendre. Quand ils ont formé la coopérative d'électricité, je t'avais raconté que lui, avec son pouvoir, à un moment donné, il a trouvé de grossir, puis il a trouvé de mettre un dynamo pour le grossir parce qu'il n'avait pas assez de pouvoir pour fournir le village. Et après ça, c'était son gendre qui a continué avec le pouvoir d'eau et qui a fait un petit moulin, là, un petit moulin rudimentaire, qui l'a opéré pendant plusieurs années, le long de ça. Et quand la coopérative s'est formée, ben là, lui, probablement qu'ils ont acheté les droits, je ne sais pas comment ça s'est fait, là. Je sais qu'ils ont formé les 4 municipalités. Tu avais Saint-Donat, Notre-Dame-de-Merci, tu avais Sainte-Lucie, puis Lanty. Et tu avais des directeurs dans chaque municipalité. Puis le secrétaire, à l'époque, était Jean Labrèche. Puis monsieur Landreville, qui était le premier contremaître, quand ils ont commencé à monter les lignes, que tu parlais des poteaux qui avaient été pris au Lac-Silver, c'était M. Morin qui avait le contrat de bûcher les... Moïse. Hein? Moïse, oui. Et à l'époque, c'était des poteaux naturels, c'est que c'était croche un peu. De temps en temps, le poteau était à droite ou à gauche, puis tout ça. Puis le cèdre, ben, c'est parce que c'était le bois qui pourrissait le moins. Ouais. C'est qu'ils ont monté les lignes du village, les lignes jusqu'à Notre-Dame-de-Merci, la ligne qui descendait jusqu'à Lantier, à Sainte-Lucie. Moi, la ligne de Sainte-Lucie, j'ai travaillé parce qu'il a engagé un autre traiteur avec les pépines. Là, ça commençait à avoir un petit peu plus de vogue. Okay. Fait on commençait à creuser les trous avec les pépines. Puis la coopérative, eux autres, ils s'occupaient d'emmener les poteaux, ils transportaient, puis après ça, ils les plantaient. Après ça, ils mettaient toute la croissance dessus, mais nous autres, on faisait juste les trous. Moi, je faisais le trou et le remplissage. Puis toutes les galles qu'il y avait un peu partout là-dessus. J'avais été travailler à l'époque au lac Silver. J'ai été travailler au lac Beliveau. J'ai été travailler à Sainte-Lucie. J'ai été travailler à Lanty, Notre-Dame-de-Merci, à différentes places où ils montaient des lignes. Okay. Et il y avait de la concurrence là-dedans parce qu'on était des contracteurs. C'est que là, ils encourageaient un petit peu tout le monde. C'est qu'il y avait un contracteur qui était mon principal concurrent, M. Prudhomme, qui était à Notre-Dame-de-Merci. Il y avait un M. Cloutier qui était à Lantier. C'est que là, on avait chacun notre part. Okay. À l'époque. Quand, après ça, l'Hydro-Québec a acheté les coopératives, parce que la coopérative, eux autres, ils achetaient l'électricité de Gatineau Power à l'époque. Quand ils sont venus nous faire des conférences, tout ça, pour que l'Hydro, dans le temps qu'ils ont M. Lévesque, qui était ministre pour l'Hydro-Québec, bon, ben, ils sont venus nous dire qu'on était mieux de s'en aller avec l'Hydro-Québec, parce que le monde n'était pas d'accord.
Parce que le monde avait payé des parts, hein. Mettons, toi, tu voulais, je ne sais pas si c'était arrivé. Ouais. C'était après, toi, tu sais. Ouais. C'était à l'époque d'Hydro, là. On payait des parts, ça me coûtait 100 pièces pour acheter le Brésil. Ça fait que le monde avait tous des parts là-dedans. Et là, ben, ils se méfiaient de ça, l'Hydro-Québec. Mais ils sont venus nous dire qu'on ne pourrait pas payer moins cher si on était avec l'Hydro-Québec. Parce que probablement que les compagnies, la Gatineau, la Shawinigan, puis toutes ces compagnies-là, seraient obligées d'augmenter les prix pour arriver avec les prix de l'hydro, parce que pour le vendre à l'hydro. C'est qu'à ce moment-là, on aurait payé à peu près les mêmes prix que tout ça, ça fait qu'ils ont déformé les coopératives à ce moment-là. Et la Gatineau amenait son pouvoir comment? Par où? Ça venait, je ne sais pas, par Saint-Agathe, je pense. Il y avait une subvention à Saint-Agathe. Okay. Et ça montait par Saint-Agathe. Ça devait passer par Sainte-Lucie ou... Sur la 30, le long de la 30, le Lantier, puis tout ça, à l'époque. Et après ça, ben, il y a l'hydro, eux autres, ils ont cherché l'électricité à l'antenne sur le pouvoir qui partait de la Beijing. OK. Et qui ont monté, ils ont monté ça dans le temps, quand ils ont fait ça, c'était le 61 000. C'était pas mal plus fort. Là. Okay. Puis, les petits poteaux de bois qu'ils avaient plantés à l'époque, ils ont été obligés de tout renouveler ça, parce que ça pourrissait, ça, tout ça. Là, ils sont mis à planter des poteaux qui étaient des poteaux bruns, là, des poteaux... Oui, OK. Ils étaient quasiment trempés dans l'huile. Trempés dans l'huile, oui, ils étaient creusote. Creusote, oui. C'est ça. Là, à ce moment-là, c'était ça, là, à l'époque. Ça ne tente pas de boire une petite gorge d'eau, il me semble qu'on va avoir la bouche sèche. On le prend ça. Oui. OK, c'est parti. Ah. À Saint-Donat, il y avait une piste de course. Et à l'époque, c'était les chevaux, parce qu'il n'y avait pas de machinerie. Ils parlaient des chevaux qui faisaient du 4 minutes au 1000, les traders, tout ça. Puis le dimanche, ils organisaient des courses pour les chevaux. Et là, ben, les municipalités, il y allait, t'en avais une à l'entier, t'en avais une ici, t'en avais un petit peu partout. Puis là, ben, il faisait de la compétition. Puis à l'époque, au début des skitos aussi, les chevaux se promenaient dans les billards, parce que t'avais, dans l'hiver, vu que les chemins étaient pas ouverts, t'avais les chevaux qui se promenaient avec des slés. Ouais. Puis là, mon vieux, il y avait de l'orgueil là-dedans. Les queues attachées avec des petits rubans rouges, mon vieux, puis des grelots, puis je me rappelle, mon père, il rentrait les attelages dans la maison, mon vieux, pour les frotter un peu, tout ça. Il y avait bien de l'orgueil à ce moment-là. Je te dis, bon, c'est un peu comme aujourd'hui, t'aimes ça avoir un char qui est bon. Quand tu frottes ton char, hein, c'était ça aussi. Ouais. C'était pas mal l'époque du temps, là. Bon, si je reviens à l'aqueduc, on avait parlé que c'est Hector Bilodeau qui avait formé une compagnie au début. Là. Au début, eux autres, dans cette famille-là, il y avait Hector Bilodeau, lui, il avait le Château du Lac, il y avait l'aqueduc. Je ne sais pas qui avait été propriétaire avant ça, mais je sais que c'est moi, à l'époque où moi j'ai eu connaissance. Après ça, il y avait le switchboard, le téléphone. Ouais. Parce que les premiers téléphones qu'il y a eu, moi j'ai eu connaissance que mon père a fait installer les premiers téléphones. Ici à Saint-Jonas, c'était les téléphones qu'on voyait du temps de paix, là, avec les boîtes de bois. C'est ça. Et qu'il y avait 10-12 personnes sur la ligne, puis qu'il y avait des senteux. Pas besoin de journaux. Pas besoin de journaux. Et là, on avait tous chacun notre code, là. 2 petits coups, 3 grands coups, ou non 2 grands coups, puis un petit coup, puis le switchboard, les autres, ils transféraient d'une ligne à l'autre. Ils donnaient les lignes. Parce que, si je me souviens bien, on m'a dit qu'il y avait à peu près 10 lignes qui descendaient à Saint-Agathe. C'était sur des crossantes, là. Puis ils n'avaient pas plus que ça. Ça fait que là, ben, eux autres, là, c'était tout le board, là, ils prenaient le chose, puis ils donnaient le fil, oui. Mais d'ailleurs, il y a un petit switchboard au musée. Oui, bon, c'est peut-être celui-là. Il est tout petit. Oui. Il y a peut-être, je sais pas, 1,5 pied de large. Puis il y en a un aussi à l'hôtel de ville, qui était celui qui était au manoir. Ah, ben, quand le manoir a été vendu, la Société historique a pu récupérer
ça, j'ai pas eu connaissance. Bon, fait que la municipalité l'a récupéré puis est installé. Et moi, j'ai les connaissances, celui qui est installé, Madame Loriot qui était la première. Ouais. J'ai une belle-sœur aussi qui était là, Olivier Granger. Ah. À l'époque, quand elle était fille, tout le monde travaillait, il y avait des employés. Ça marchait jour et nuit, ça, pour le téléphone. À l'époque. Après ça, dans ce famille-là, où tu avais le Villeneuve, au Villa Villeneuve, qu'on parlait de la maison tantôt, qui était marié avec une Thibault aussi. Monsieur Bilodeau était marié avec une Thibault, elle tenait la banque. Okay. Après ça, tu avais l'hôtel Thibault, qui était le Montagnard aujourd'hui. Okay. Il parlait de Paul Thibault, qui avait hérité de son père, probablement, à l'époque. Ça, c'était dans les maisons de la place. Et à côté de ça, là, il appelait la coulée. Il y avait une côte à pic là, que tu descendais quasiment jusqu'au fond pour pouvoir remonter de l'autre côté. Et ça a été corrigé à un moment donné, je ne sais pas dans quelle année. Après qu'il était marié. Après qu'il ait fait la caduque. Après qu'on était mariés. Après qu'on était mariés. Hein. Quand ils ont fait la caduque, là, ils se sont trouvés à passer les égouts qui ont passé en dessous du chemin là pour s'en aller vers les bassins à gravité. Ici, ça partait de toute la rue, était ici, jusqu'en bas. Tout ce qui dépassait ça était repompé avec un système de pompage ici en bas. Pour renvoyer ça au bassin. Pour renvoyer ça au bassin, mais qui était repompé ici. Okay. Et qui viennent de corriger encore avec le nouveau système. Là. Et ça descendait à gravité. On avait passé le champ de baseball, là, qui était un terrain qui était assez bas à ce moment-là. Ils ont passé en dessous du bureau touristique, que le chemin passait là. Ce que c'est que l'agent d'immeuble. Ouais. Bon, ben, lui, il y a une cave là, qui est creuse énormément. Parce que c'était creuse, cette histoire-là. Et aujourd'hui, il fallait qu'il creuse ça, là. Ça serait un gros travail, parce que ça t'est bien relevé. Et l'autre côté, tu peux, où c'est plus bas, là, bon, ça arrivait là à gravité. Okay. Ça s'en allait vers les bassins, sur la rue des Rochers. Puis à l'époque, ils ont fait tout le système d'égouts, puis ça s'est tout fait dans un été, qui était M. Lauda Garceau qui avait contracté ça. Ah. Il a contracté, lui? Qui a contracté la municipalité. Okay. Parce que il disait qu'il était capable de le faire à meilleur prix que les solutions qui avaient été ouvertes. C'est lui qui l'a pris. Puis, il y avait 4 groupes qui marchaient tout l'été en même temps. Ça veut dire que le village était à l'envers pendant tout l'été. Et là, ben, ils ont fait un bassin pour recevoir tout ça, qui appelait primaire, avec des gilets pour décomposer. Okay. L'étang, je ne sais pas si ça a été dit, à l'époque, le premier bassin là, qui s'appelait le lac des Rochers à l'époque, ils sont servis du bassin, ils ont fait un premier barrage pour pas que l'eau passe tout droit, et l'eau séjournait à l'intérieur de ce bassin-là pendant 160 jours avant de traverser. Le monde qui disait que l'eau s'en allait direct au lac Ouareau, il se trompait, parce que c'était un tuyau de 15 pouces qui traversaient du premier bassin au deuxième bassin, qui se sont servis parce que ce qu'il y avait de la misère à éliminer, c'était les phosphates. C'était pas les enzymes, c'était les phosphates. Ils ont fait un deuxième bassin qui était presque aussi grand, avec un système de pompage. Il y avait 10 pompes qui pompaient à travers le gravier, l'eau passait, puis ça pompait, mais ça n'a pas été aussi efficace, cette histoire-là. Ça n'enlevait pas le verre qu'il y avait dans l'eau, qui était les savons. Okay. Fait que là, à ce moment-là, ils ont fait des champs d'épuration. À l'époque, ils avaient planifié d'en faire un sur l'île, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez épais de gravier pour recevoir tout ce que la municipalité pouvait envoyer. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont acheté du terrain, près du terrain de campagne. Et là, ben, ils ont fait des champs d'épuration pour faire la finition du bassin. C'était repompé là-dedans, dans ces bassins-là, qui passaient dans des champs d'épuration. Il y avait, je pense, ils en ont fait 2, et qui s'en allaient dans le bassin des Jorettes,
à l'époque, d'aujourd'hui. Là, tu parles des années 70, Oui, à l'époque, ils ont fait. 65, 70, dans ces coins-là. Ça doit être. L'époque du deuxième bassin, moi j'étais conseiller quand ça s'est fait. OK. À peu près après les années 60. C'était un peu l'époque où les villégiateurs ont dû Ouais, ben, ils ont commencé à passer les lois, là, les lois, c'est ça. pour apporter un autour du lac. Parce qu'on avait, à cette époque-là, tu avais ben du monde qui travaillait dans les universités et tout ça, puis que l'employeur de Québec, il commençait à parler de faire des systèmes, mais il n'y avait rien arrangé nulle part, hein, à l'époque, là. Ici, on a été les premiers. C'était l'avocat Simard qui a fait le premier contrat, qui a établi les premiers contrats là, pour faire la loi sur c'est parce que ça s'est fait au niveau de la loi. Il y avait nommé le sauteur, C'est ça, Tony le sauteur. Tony le sauteur, qui travaillait pour le gouvernement à l'époque. Et ils ont commencé à faire leur genre ici à Saint-Donat. Parce qu'à Saint-Donat, il faut penser qu'on avait le meilleur système de province de Québec, d'épuration d'eau à l'époque. Là. Et aujourd'hui aussi, parce Oui, qu'il a été amélioré avec le temps. On est à la tête des autres, vous pouvez penser. Ben, c'est Les ça. autres n'ont pas lu tout le Et monde. pas rien que ça. C'est que c'était la richesse de Saint-Donat aussi. Hein? Ouais. Les lacs, tu entends parler des histoires d'horreur à un moment donné, que les aqueducs s'en allaient dans les lacs, puis que à ce moment-là, ben là, ça dépréciait tous les chalets. Puis vu qu'il y avait eu le boom économique à partir des années 60, que je t'ai parlé à un moment donné, qu'il y avait un monsieur Leclerc, Joe Leclerc, je ne sais pas le nom l'autre fois, là, OK. qui était arpenteur, qui avait un chalet à Main-Domaine, Au lac Clé. au lac Clé, bon, et qui a fait de l'arpentage pour Saint-Donat. Il y en a tout plein d'autres, et qui ont fait tout l'arpentage alentour du lac Pambino, tous les terrains publics. Tu en as fait alentour du lac Clé sur les terres publiques. Tu en as eu alentour du lac Barbeau, qui était les terres publiques. Tu en as eu au lac Poirot, qui partait du pont de la Madone, un petit peu plus loin, là, parce que c'était des lots. Mais ça a arpenté dans ces années-là. Après des rochers. Puis les premiers lots qu'on a arpentés, c'était le long de la Poirot, à Notre-Dame-de-Merci, là. Toute la partie des camps Poirot, tout ça, c'était les premiers lots qui s'est vendus. Les lots avaient 200 pieds de large. Pas 200, 198. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont fait la loi du sentier, ça a créé un problème, ça, parce que les gars ne pouvaient pas diviser le lot en deux pour continuer, pour le vendre séparé. OK. À ce moment-là. C'est que là, ça a fait que les chalets, ce côté-ci du lac, ils ont plus d'espace que les autres, de l'autre côté. OK. Puis de l'autre côté, ben, là, ils ont passé une loi à un moment donné, parce que là, un gars a acheté une terre, puis là, il a installé ses enfants. Puis ce qui a été la cerise sur le Sunday, c'est qu'à un moment donné, il y avait un monsieur, il avait mis sa maison, puis là, ben, il séparait son terrain à 25 pieds de large. Il bâtissait des petits chalets à côté de ça. Puis là, ben, il donnait ça à ses enfants qui avaient tout accès au lac. Puis là, à un moment donné, ils ont fait la loi du 100 pieds. Puis dans les règlements d'urbanisme, tous les droits qu'il y avait eu à l'époque, avant ça, il restait des droits acquis, mais à partir de ce loi-là, c'était une loi il y avait la réglementation du 100 pieds. Sur le bord de l'eau, il y avait une réglementation de 15 à 22 000 pieds. Et le premier règlement qui a été, avec l'aide des comités, ils ont fait les terrains à 40 000 pieds pour donner une chance que quand tu bâtis ça en montagne ou en deuxième place, pour que la pollution atteigne le bord de l'eau. C'est que après ça, les terrains étaient plus en montagne. C'est qu'on était en montagne, ça descendait plus vite. Ouais. Fait qu'on est à 40 000 pieds, mais ça donnait plus la chance de faire des puits et des septiques qui étaient à l'intérieur de la réglementation. À ce moment-là. Ah, mon Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a des chalets là, qui sont en deuxième rang. Puis, Oui, puis ils ont modifié les règlements à plusieurs fois, ils l'ont étudié plusieurs fois. Comme moi, à l'époque où j'étais conseiller, Jules Saint-Georges puis Jean Robidoux, ils ont été prendre des cours universitaires pendant quelques années. Jean était jeune à l'époque, au début, puis en urbanisme. Ils ont été prendre, ça c'était le début pour faire les règlements d'urbanisme, tout ça.
à l'aide d'un urbaniste qui avait engagé ici à Saint-Donat. Si je me souviens bien, c'était un monsieur Bienvenu, je ne sais pas si tu as entendu ce nom. Non, je dirais. Qui avait un chalet au lac Chambault. Il me semble qu'il avait travaillé là-dessus. Mais ça, c'est pas plus sûr que ça, là. Puis, Jean Robidoux a été mandaté à l'époque pour faire tous les numéros civiques et les rues. Parce que c'était un travail qui était assez long, de pouvoir avoir les numéros civiques pour pas que ça soit tout mêlant, avec les noms de rues de l'époque qu'il y avait à l'époque, tout ça. Et il avait fait un bon travail à ce moment-là. Ça, c'est avant qu'il soit secrétaire municipal. Là. Puis à la même époque où les règlements sont passés pour les lacs, c'était Maurice Niely qui était le premier inspecteur municipal engagé à cette époque-là. Lui, il avait remplacé son père avant ça à la Saint-Maurice-Forêt pour les feux, le gardien des feux. Quand la job s'est ouverte, il s'est emmené à la municipalité. As-tu eu connaissance le bureau de la Saint-Maurice? Oui, qu'il y avait là. Était, où est aujourd'hui CJ, les bateaux? Oui, c'est ça. C'est ça que M. Niely était contremaître, et M. Labelle, et que Maurice Maurice Niely a été contremaître là, après son père. Il y a eu comme gardien de feu M. Omer Jolicoeur qui travaillait aussi, et qui s'est en été à Saint-Michel-des-Saints, à la même époque. Là. Il y avait un bureau là, pour l'accompagner le Saint-Maurice-Forêt. Il y avait été question aussi de lignes téléphoniques à travers le bois. Oui, que la compagnie avait, à partir du Kipover aussi, à l'époque, là. Kipover, c'est... qui était l'hôtel Vue du Lac chez Jean Lavoie. Bon, ben, ça appartenait à la compagnie. Eux autres, ils avaient tout à bord de l'eau, là, à peu près pour 300-400 pieds de l'eau. Et là, il y avait des petits chalets pour les contremaîtres. Et il y avait le bureau principal. Ça, tout le clan qui ont bûché ici à Saint-Donat, parce qu'ils ont bûché ici, ils ont bûché au lac Lajoie, tout ça, le Bois-Mou, puis tout ça, le bureau principal était ici. Ils ont bûché le lac Oireau, le lac Clair, tout ça, le Caribou, le camp. Ça a été opéré par Saint-Donat. Puis après, ils ont transféré le bureau au Vasseur. La ligne téléphonique, c'était quoi? Puis la ligne téléphonique, elle était entre les deux. Pardon, c'était la seule ligne qu'il y avait entre Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints, juste un fil de fer, qui communiquait entre les deux glaces. En même temps, ce fil-là, à partir des opérations, il pouvait avoir accès au camp, au bureau des camps, là, il y avait chacun un bureau. Là, il recevait les ordres du bureau principal. À cette époque-là. Puis, toi, tu as été conseiller municipal. Moi, j'ai fait pas tout à fait 10 ans. À l'époque, comme je te disais, il y en avait un qui trouvait que c'était bien l'ouvrage, puis qu'il trouvait que c'était difficile parce que tout le monde y parlait de la municipalité, puis il vendait de l'huile, c'était pas bien bon. C'est que là, il avait démissionné, puis le maire de l'époque, qui était Jean-Paul Charbonneau, qui a organisé le centenaire, qui était le maire du centenaire, il était venu me chercher. Ça m'avait intrigué dans l'été. J'ai dit oui. J'étais m'asseoir là, puis à l'époque, si on était accepté par tous les conseillers, on rentrait là, on les avait là. J'ai passé à une élection dans mes 10 ans, j'ai toujours rentré par acclamation. Puis dans un automne, à un moment donné, j'avais dit au maire, au jeune AC, je pas envie de démissionner. Fait qu'à un moment donné, le maire Mathieu, qui était à l'époque, ne peut pas nous faire une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. C'est que là, l'ancien maire qui avait parti sa place, là, parce que Mathieu l'avait remplacé, il avait décidé de se présenter. Puis là, il y avait même un candidat contre moi à l'époque, mais je l'avais cherché parce que je voulais démissionner. J'avais décidé de rester. J'étais 10 ans, sans élection. C'était à l'élection de ce moment-là. Sur 1500 voteurs, j'avais rentré avec 600 de majorité. C'était une affaire épouvantable. Il faut croire que j'étais bien aimé. Mais ça nuisait pas à ton travail. Avoir arrivé. Mais ça me nuisait, certains cas.
Ailleurs, mais ça m'a aidé. Mais tu étais capable de naviguer à travers ça. Ouais, c'est parce que des fois, les gens, ils prenaient ça comme personnel. Ouais. Lui, quand Moi, mais c'est que tout le monde avait affaire à tu la parlais de municipalité. quelque ça. chose, ben, regardez. À un moment donné, les tu avais affaire à la Des fois, municipalité ça pour avoir coinçait un les règlement. égaux. Et là, ben, t'en voulais à ceux qui étaient en tête de ça. Là, hein. C'était le maire qui était plus écorché. Ouais. Mais à l'époque, là, ben, on faisait tout ce qu'on pouvait là, dans la réglementation. Y avait-tu des gros projets le temps que. C'était le développement, ben, on parle des égouts, là, qui s'est développé ok. à cette époque-là, Une qui affaire avait, que t'as faite aussi. qui avait été commencé avant. L'affaire que t'as faite, là, t'as fait une loi là, pour les gens qui partaient avec des terrains puis qui donnaient les routes à la municipalité, puis ils n'étaient pas à moitié faites, les routes. Là. Fait que là, ça avait fait des règlements pour les obliger à faire la route, autrement. Ah ouais, ben, moi j'ai travaillé sur les règlements d'hiver. Parce qu'à un moment donné, avec le contremaître René Collet, il m'avait dit, viens avec moi, on va aller visiter la municipalité de Saint-Adolphe. Avec la machinerie, eux autres, ça y prenait des camions avec différentiel en avant, différentiel en arrière. Puis ils ouvraient moins de chemins que nous autres, puis il y avait plus de machinerie. Les chemins ils étaient verbalisés à 12 pieds, 14 pieds, tout ça, ça fait que imagine-toi, tu n'avais pas de place pour mettre la neige. Après ça, les pentes, les chemins, puis ils cassaient des différentiels, mon Dieu, c'était l'enfer. C'est qu'ils m'avaient emmené voir ça. Et là, on avait décidé de travailler sur un règlement. Il y avait les chemins, et il fallait qu'il y ait 36 pieds de large au départ pour pouvoir avoir la place pour mettre la neige de chaque côté, les fossés. Et on ne pouvait pas. On pouvait pas faire élargir les chemins existants parce qu'il y avait des toits. Ouais. Mais seulement que tous les chemins nouveaux, il fallait qu'il y ait au moins 36 pieds en brise. Et même, il fallait qu'il soit gravelé au départ, là, au moins une petite couche de gravier, parce que le monde donnait un coup de boule, à peu près ça, il se lamentait après la municipalité. Parce que là, il fallait que les chemins de printemps, ils n'étaient pas carrossables. C'était l'époque où le bout des lacs, mettons comme au lac Baribeau, il y avait bien du galet. Ils ont développé un petit peu le bout. C'était l'époque où au lac Silver, que j'ai dit Baribeau tout à l'heure, mais au lac Baribeau aussi. Il y avait des parties là, qui étaient difficiles. C'est que là, ils ont commencé par essayer d'arranger ça avant de faire les surfaces de chemin. Les fossés n'étaient pas creusés la moitié. Et ça commençait à peu près dans tous les chemins. Il n'y avait pas de fossé, pas de drainage. C'était l'époque où ils ont fait le chemin ici, au bord du lac Archambault. Ils avaient profité des travaux de chômage pour faire le déboisement. Puis c'était des chemins qui étaient difficiles parce qu'il y avait du roc et bien du cap. Et ils ont commencé par faire un chemin qui n'était pas trop large, qui ont élargi avec le temps. Puis, mais au début, là, c'était la priorité de la municipalité, de pouvoir rouvrir tous les bouts de paroisse. Et un peu avant moi, là, que les autres maires, ils avaient décidé que dans la municipalité de Saint-Donat, le monde avait accès à l'eau chalet l'hiver et l'été, parce que l'hiver, ils ne pouvaient pas venir. C'était la période où ils sont mis à rouvrir les chemins un peu partout alentour des lacs. Et c'était ça, là. C'était la période du temps là, où ils travaillaient là-dessus, sur les règlements d'urbanisme qu'on parlait tantôt, un petit peu le commencement. Et c'est sûr que toutes ces affaires de réglementation-là, tu avais d'opposition là-dedans, parce que tu avais les promoteurs qui trouvaient que ça prenait trop de terrain pour là, ben, ils n'étaient pas plus d'accord que ça, puis il fallait qu'ils en viennent à un accord avant qu'ils fassent les règlements municipaux. Puis, faire approuver des plans. Et les règlements d'égout, c'était pareil. C'est ça. Et tout le monde apprenait sur le tas, parce qu'on commençait. C'était. C'est qui avait remplacé Maurice Niali? Comme inspecteur, Ouais. c'était Jean Robidoux. Jean Robidoux. Après ça, ça a été Étienne Mousseau. Oui. On a eu Étienne Mousseau après. Étienne Mousseau, là, c'est lui qui est resté pas mal depuis longtemps. Mais là, le règlement était déjà bien en place à l'époque. Et il y avait, à cette époque-là, moi, je l'aimais bien parce que pour nous autres, pour la municipalité, moi, je faisais partie du conseil, tout ça, mais il n'y avait pas de priorité. Là.
lui, il avait une liste de contracteurs, puis il donnait ça à la clientèle. Puis lui, il donnait le règlement, puis il disait, ben là, voici, là, vous avez tous les contracteurs de place qui en font. Allez les voir, puis faites pour faire des prix. À cette époque-là. Puis la municipalité prenait la responsabilité à l'époque de l'inspection, qui était à l'époque là, pour le moment. Ça a tout changé maintenant. La municipalité s'est déchargée de ça. Ils prenaient un ingénieur, puis ça coûte une vraie fortune. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça te prend un ingénieur, puis... après ça, il faut que tu fasses des plans, il faut que tu prennes une machine pour aller faire des sondages. Puis, à l'époque, ils faisaient un sondage avec une choyère, là, ils passaient un petit trou, là, 36 pouces de creux. Si c'était sec, c'était bon. C'est qu'à partir de là, tu sais, là, c'était moins sophistiqué aujourd'hui. Ouais. Puis c'était aussi bon. En tout cas, ça a servi parce que moi, j'ai des plusieurs. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas tous duré toute la même. Il y avait dans des terrains où il y avait un petit peu plus de glaiseux, là. Mais il y en a encore qui fonctionnent. Ça fait, quand même une quarantaine d'années. Moi, chez nous, il a duré de 67 à 89. Toi, tu as la preuve que tu en as un qui fonctionne. 67 à 89, il y a plusieurs. Dans les bons terrains, là, c'était ça. Et c'est sûr que c'était pas des terrains de sable partout. C'est que là, le règlement était adopté avec les différentes affaires. À cette époque, ils ont agrandi les campings comme la Bourgane. Et il y a eu le long du lac Beauchamp, le développement qu'il y a eu le long du lac Beauchamp. Et que la caduque municipale s'est rendue jusque-là avec un tuyau de plastique. C'était les promoteurs qui faisaient qui ne payaient pas, c'était pas la municipalité à l'époque. Et tout ça. Et les règlements, comme les règlements d'urbanisme municipal, au village, le règlement d'urbanisme au municipal, j'en étais rendu où, là? Pour les promoteurs, bon. Quand ils ont ouvert, mettons, à l'époque, le chemin de la Marguerite, ils ont ouvert le chemin, la rue, en face, c'est la rue Saint-Amour, là. Après ça, l'autre rue, en face, on parlait de... La rue Lambert aussi? La rue Lambert, oui, tout ça. Pas Lambert. Lambert, c'était pas pareil. À ce moment-là, ils ont changé les règlements. Quand tu faisais des rues, là, de la rue Saint-Paul, tout ça, c'était fait par le promoteur. Parce que, autrefois, les mondes faisaient un développement de village. Ils développaient des terrains, ils vendaient le terrain 300 piastres. Et après ça, le monde courait pour la municipalité pour avoir l'eau. Puis là, pour les égouts, tout ça. Puis là, quand les problèmes devenaient trop gros, la municipalité faisait des égouts. C'est que ils ont trouvé que ça n'avait pas de bon sens. C'est que là, c'était en charge du promoteur, qui sont mis à vendre les terrains plus cher, puis qui payaient toute l'infrastructure. Et ça, c'était le gros changement qui s'est fait dans la municipalité à cette époque-là. Comme l'époque d'asphaltage alentour des lacs, tout le monde voulait avoir de l'asphalte, ça ne coûtait rien. Mais là, ils ont mis un prix à ça. C'est que ceux qui voulaient avoir l'asphalte en avant de la porte, ils payaient l'asphalte. Et la municipalité, eux autres, ils travaillaient l'infrastructure. C'était le changement qui s'est fait à ce moment-là. Et ça, c'était après mon époque. Moi, j'étais sorti de là. Il y a eu l'histoire des dépotoirs, quand ils ont formé les dépotoirs, des règlements provinciaux qu'ils ont fait à l'époque. Et au départ, comme je t'avais cité, en 74, avant que je rentre, il y avait un monsieur qui était venu nous dire comment est-ce que c'est qu'il faisait des beaux dépotoirs après qu'il fermait. Qu'il faisait des terrains de golf avec ça, bon Dieu, puis que c'était vert, puis c'était beau, puis c'était ça. Et ça, c'était le départ de la loi, parce que le gouvernement obligeait les municipalités à passer une loi pour fermer les dépotoirs. Comme nous autres, on est avant-gardistes à Saint-Rondeau, on est toujours en avant des autres. Ben là, on a formé notre dépotoir, puis ça a fait le chiard que ça a fait. Là. À un moment donné, les autres municipalités alentours, ils n'étaient pas prêts à faire les règlements, puis il n'y avait pas de place pour mettre les affaires. Puis le gouvernement nous a obligés à accepter tout ça. Puis là, la municipalité... il a fallu accepter les municipalités alentours.
ça rentrait. Il y avait un camion, ça suivait tout en queue. C'était trop, vraiment, là, ça n'avait pas de bon sens. C'est que là, à un moment donné, le monde s'est révolté. On a formé le dépotoir. Et là, on a dit, le dépotoir, ça vote pour les 4 municipalités, puis en fait, du compte. Puis, ils ont fait une usine de récupération de Jersey. Puis là, tout ce qui avait rentré à l'époque au dépotoir, tout est ressorti de là. Parce qu'il y avait de la pollution là-dedans. Il y avait l'usine Bigelow qui menait ses tapis et tout ça. C'était gros. C'était plus gros que les autres. Les autres, il y avait des usines, c'était gros. C'est que là, eux autres, ils sont arrangés, mais ça les a pris du temps. Ils ont été à Rivière-Rouge avant, puis c'était un chiard, personne ne voulait avoir ça. Ça a pris des années et des années à ce moment-là. Et là, ouais. Bon, puis il y avait, entre tout ça, toi et ton épouse, vous avez travaillé sur... Elle a travaillé sur le comité du centenaire. Ah, moi, je me suis occupée de ça. Ouais. 1 an avant, 1 an durant, puis 6 mois après. OK. Fait que ça s'est fait... 73, 74, je crois. Ouais, 73. La paroisse a été fondée en 1874. C'est ça. Ouais. Puis ça a été l'année de centenaire en 74. Il y avait fait un comité d'organisation. On a commencé 1 an avant, on pouvait faire ça, on savait qu'est-ce qu'on voulait C'est faire. ça. Si on voulait faire ça petit, pas une fois. La municipalité a prêté au comité 10 000 prêté, pas donné, on l'a remis après. Puis, on l'a Autofinancement. autofinancement de toutes les activités. Donc, on a bien réussi. On a fait beaucoup de... d'autres, on avait la danse, puis la famille, puis les amis aussi. Fait qu'on a fait des soirées de danse à peu près à chaque mois. Puis là, à un moment donné, on se retrouvait toujours les 2-3 mêmes à préparer les veillées. Fait que ça venait que ça rentrait physiquement. Fait qu'on s'est mis à penser que chaque famille a fait une activité. Mettons, c'était une soirée qu'il y avait de la danse, mais c'était eux autres qui décoraient. C'était eux autres qui fixaient le thème, puis tout ça. Puis là, on y allait costumé ou pas costumé. Puis il y avait un petit buffet après. Puis en tout cas, c'était bien fun. Là, c'était toujours une centaine de personnes, 150 personnes. Donc on a fait une douzaine d'activités comme ça, des activités de pêche. Tout relaté dans ça. Là. Et puis, Parce qu'il y a eu des grosses activités de pêche à un moment donné. ah oui, Oui, On voit des films là, du monde sur la rue principale, c'est plein de monde. Ah Puis, oui, Ouais. là, Ça existait avant le centenaire, quand tu avais des groupements hein, à l'époque. Là. Ça fait qu'eux autres, là, ils profitaient de toutes ces organisations-là. Là, on leur disait, si vous voulez faire une activité dans le centenaire, ben là, on va vous laisser la date que vous autres vous voulez avoir. Puis nous autres, on n'avait pas besoin de s'en occuper. On déléguait un peu, là. Parce qu'on n'était pas une si grosse gang dans le comité, je pense qu'on était 6. Là, c'était toujours Mme Lacoste puis moi qui t'appelais pour décorer les salles avec une couple de petits-enfants qui venaient nous aider. Qu'est-ce que c'est qui était président des fêtes? Ça a été Régent Godet, Régent Godet. à un moment donné, parce qu'on avait eu 2 ou 3, puis ça ne marchait pas, là, il venait pas. Il n'était pas intéressé. Ça fait que juste avant que l'année commence, on a approché Régent, puis Régent Saint-Donat, lui, c'est bien. Il a à cœur, oui. Fait que, il a dit oui, il va m'en occuper, puis je vais être là toutes les semaines. Fait que, il est venu, parce qu'on avait une assemblée par semaine pour planifier ça, là. Fait que c'était bien occupant. C'est beaucoup de travail, là, ça. Ouais. Là, mes enfants trouvaient que j'étais plus à la maison parce que je partais une fois par semaine. T'es habitué que maman était tout le temps là, hein? Fait que ça faisait drôle. Fait que c'est ça. Fait que ça a bien été. On a fait la musique de sa paroisse. Puis quand, au bout de 6 mois après que ça a été fini, on a fermé les livres puis on a remis le 10 000 à la municipalité. Il y a toutes les activités du centenaire de l'époque là, qui étaient organisées. C'est résumé dans ce livre-là. C'était pas mal. T'as 300 photos là-dedans. Qui sont résumées à partir du commencement de. Fait que ça résume Ça résume l'album Ça résume souvenir les activités des du centenaire. fêtes du centenaire en qui a 1974. été imprimé par M. Guy. Comment il s'appelait, monsieur? Paquette, Paquette, oui. qui était journaliste à l'époque, Ouais. avec sa on femme. prend des C'est eux autres photos. qui ont. qui avait le journal d'altitude dans le temps. Il a fondé dans ces années-là. C'est ça, Le 13-50. journal d'altitude, 35 ans. Là, il faisait des photos toutes les fois qu'il y avait des activités.
ils étaient bons, là, puis ça a bien été. On pourrait en prendre tantôt. Les photos, les anciennes. Ouais. Ouais, il y en a quelques-unes en arrière. Et là, bien entendu, on était un groupe au départ, on avait été chercher des habits qui étaient d'ailleurs, là, avec des côtes à queue, puis des chapeaux de forme, puis les femmes avec les costumes d'époque que tu vois là-dedans. Puis là, ça, on les avait achetés. Oui. Pour, Ça venait du... Je ne me souviens pas quelle place qu'il y avait eu. Il y avait eu un centenaire avant, ça fait qu'on avait été On avait en chercher. On avait été en chercher. Et Devant chaque activité, oui, chaque activité, tu avais des beaux costumes, il y avait du monde qui avait de l'idée pour les costumes. Tu avais à l'époque, des mascarades du Mardi Gras qui étaient, et ça faisait partie des activités centenaires. Puis pour aider à financer ces affaires-là, c'est qu'ils se vendaient de la boisson. Ça fait que là, c'était pas le comité, mais le comité organisateur de cette affaire-là, il achetait les bouteilles de boisson et tout ça. À la fin de la veillée, tout ce qui restait, ils faisaient dans le camp chinois, au meilleur prix, puis là, ils vendaient toutes les bouteilles qui restaient dedans. Chaque bouteille était payante. Oui, c'était tout en manquant. De cette façon-là, il ne restait rien. Puis ça servait à financer les activités. Bon, puis il y a eu après ça, le 125e. Oui. C'est là, moi, je suis pas occupé, là. C'était un autre groupe. À la même époque aussi, Nora s'est occupée de la Croix-Rouge. OK. C'était au niveau de la danse sociale, c'est qu'à Saint-Donat, il y avait ça qui avait organisé les cours de danse. Même à cette époque-là, on était allé faire de la polka à Joliette. On avait fait un cours de polka en spécial, en dehors des cours de danse. On était 4 couples, 8 personnes. Puis, à un moment donné, le professeur nous avait emmené à Joliette, parce que lui, son territoire, c'était Joliette. Puis, on avait été faire une exhibition. À ce moment-là, les caméras, là, tout ça, là, ça faisait juste commencer. Les vidéos, les caméras vidéo, là, c'était les premiers qu'on voyait. On n'avait pas vu ça encore. Et là, on avait été filmés à Joliette et Maureen Doidon. On s'était tout habillés. C'était de la compétition, vous faisiez de la compétition. C'était pas compétition, c'était exhibition. Ça veillait de fin de l'année. Puis on montrait qu'est-ce qu'on avait appris. Oui, puis lui, ses cours, ses élèves, puis tout ça, selon ce qu'on était avancé dans les cours, nous autres, on commençait à l'époque, c'est que, après ça, à Saint-Donat, ça avait lâché parce qu'on avait juste 10 cours par année. Fait qu'on avait appris qu'à Saint-Agathe-des-Monts, il formait un club de danse sociale qui appelait le club des Monts de Saint-Agathe-des-Monts. Puis là, le club était vraiment organisé avec une administration, un comité, puis tout ça, puis il avait fait venir des professeurs de Saint-Rome. Et là, nous autres, on avait commencé avec eux autres. On avait fait quelques cours aussi, puis là, on avait continué ce qu'on savait. Puis ça s'est fait sur une période de 35 ans. Attends, non, pas tant. 30 ans? 75 qu'on a arrêté, c'est à peu près. On était Puis on a commencé en 78 à aller à 92. 92, Et à l'époque, où vous travailliez chez vous, là, je prenais des cours de danse un soir par semaine, puis... après une grosse journée, là. Après la journée, fatigué, là, je me couchais en partie. Après ça, on partait pour aller prendre notre cours de danse dans la semaine. Puis les fins de semaine, il y avait toujours une pratique. Que la ville de Saint-Agathe nous prêtait la salle, parce qu'il y avait du monde sur le conseil d'administration de Saint-Agathe. C'est qu'à ce moment-là, ils nous ont aidés pour pouvoir faire nos pratiques. Les cours se faisaient dans l'école. Les cours se faisaient dans l'école. C'était un professeur Saint-Rome, M. Desforges, l'école Desforges, à l'époque. Et à chaque année, il organisait. On a monté pas mal là-dessus. On a fait tout le bronze, ce qui comprenait la distance, à 3 niveaux. 3 niveaux pour le bronze. Après ça, on a fait tout l'argent, qui était encore à 3 niveaux. Après ça, on a fait une partie de l'or, en or à l'époque, dans la valse de Rumba.
la Tcha-Tcha, puis Foxtrot. Foxtrot, ouais. Les quatre danses qu'on aimait le mieux à l'époque. Mhm. Il y en avait que, quand tu voyais les shows à télévision, ces affaires-là, eux autres, c'était plutôt de la danse internationale qu'ils faisaient. Tandis que nous autres, c'était La danse sociale. de la danse sociale. Ok. À l'époque, qui était organisée quasiment dans toutes les Mais il ne faisait municipalités. pas faire des pirouettes en l'air. là. Et, non, non. Puis à part de ça, on allait faire des exhibitions de fin d'année, mais pas de compétition. OK. Ça, de compétition, c'était réservé aux jeunes Ben, ceux En qui voulaient fait, y aller, c'était ceux qui on- voulaient y on aller. est C'est de la allés danse y aller, pour le pas- plaisir. pour le Oui. plaisir. Nous autres, Comme c'était le ça. professeur, il voulait qu'on passe des temps d'affaires, là, pour aller à diplômes. Montréal, passer Ok. nos Ouais, on voulait certificats. faire les diplômes. On Nous n'a autres, jamais on pu n'a rentrer pas. dans ça. Non, non, non. C'est pour le pas le plaisir. fun. C'était pour le plaisir. On ne veut pas se Vraiment, casser la ok. tête avec ça. C'est ça. Quand le Et, pas rentre, ça va, puis s'il rentre pas, c'est pas grave. Ouais. C'était une belle période. En même temps, ben, c'était mes vacances. Ben oui. Parce Ouais. que le- T'as une façon aussi de se voir. le seul- oui, Parce parce qu'il que était tellement peu à la maison qu'on ne voyait pas beaucoup. ben, moi, les fins de Fait semaine, que je là, travaillais le avec temps les de s'en journalistes. aller, le temps de s'en revenir, on jasait. Puis là, après ça, on était ensemble durant la soirée. C'est ça. Ça nous faisait 2 soirs par semaine qu'on était ensemble. C'est ça. Fait que c'était important là, pour le couple parce que lui, il partait Ouais. le matin bien de bonne heure, puis il revenait à noirceur. Il venait Mais souper ouais, à c'est 9 parce heures, que- 10 heures. Dans ma compagnie, j'avais pas. C'est moi qui faisais le travail. J'aimais faire le travail, je n'aimais pas faire ça pour les autres. Puis, à un moment donné, j'avais essayé une deuxième machine pour faire la même affaire, mais je me suis aperçu que je perdais de trop de temps. C'était pas payant. C'est que j'ai resté avec un aide, puis moi. C'était moi qui étais l'opérateur. Quand j'allais te voir, je savais qu'il y avait l'ouvrage. Puis quand j'allais faire l'ouvrage, je savais ce qu'il y avait à faire. C'est ça. Puis c'était ça. Ça fait que ça m'évitait de faire des voyagements pour rien, puis de grossir, puis de faire l'ouvrage par d'autres, puis d'avoir le trouble des employés. Puis la satisfaction Puis, du travail bien après, fait. après ça, l'organisation de construction qui s'est faite à l'époque, et qui s'est faite dans les années 75. J'avais été calculé mes permis. Puis après ça, ben, le transport, c'était pareil. Il fallait aller chercher les permis. Tout ça, mais c'était moi qui s'occupais de tout ça. Je faisais toute la comptabilité avec son aide. Et elle s'occupait d'aller aux banques, de faire la comptabilité. Ouais. Et, Aller chercher des morceaux. aller chercher des morceaux pour la briser. Puis c'est ça. Fait qu'elle m'a bien aidé là-dedans. Et le téléphone, là, c'est bien important qu'il y ait quelqu'un pour Ouais. ce téléphone aussi. Ben, fallait Pas de que ça téléphone soit cellulaire en même temps. Non. Il ne fallait pas que ce soit trop des Anglais qui me parlent parce que Oui, moi, elle ne parlait pas j'étais bien l'anglais. limitée dans mon anglais. Fait que quand il y avait des Anglais, ils disaient ah, ta femme est drôle au téléphone, mais je pense bien. Et bon, j'avais un peu Mon d'anglais. anglais était pas On bon. savait assez pour pouvoir me débrouiller Mm. avec eux autres. C'est que c'était. C'était une époque dure, mais une belle époque. Ouais, Oui. ah oui. Ah oui, On oui. a fait une belle vie. Ben, ouais, je On n'ai était pas gentils. de gradation. Ouais. C'était. Vers la fin, ben, la compétition s'est organisée pas mal plus, parce que là, les pelles hydrauliques sont mis à rentrer de toutes les grosses heures. Les compagnies sont mis à grossir. Il y en a qui sont achetés des bancs graviers. Après ça, ben, les murs de roche, ces affaires-là, qu'on faisait au début. La batterie est à terre. Voilà. La batterie, au champ. Vous ne nous avez pas attaché. Là, c'est vrai. C'est de commencer. C'est de commencer. Ah, Fait qu'on- on n'avait pas. Fallait de la danse. On peut bien vous signer une permission, ça ne dérange rien. Mais OK. on n'avait pas. Fait qu'on, c'est ça, fait qu'on parlait de... À l'époque de la danse, là, on était au courant d'à peu près toutes les veillées de danse qui se faisaient dans la région. Comme il y en avait à Saint-Jovite, il y en avait à Saint-Légat. Il y avait des professeurs qui s'affiliaient avec les autres. Puis ils voulaient avoir du bon pour aller veiller. C'est que à tous les samedis soirs, là, dans l'automne, on avait des veillées de danse un peu partout. Ça a fait Saint-Jean, que quand on était en Floride, on s'est fait des amis américains à la danse, comme des gens qu'on n'aurait jamais connus. Et puis il y avait beaucoup d'Italiens, d'Américains, mais d'origine italienne, puis ils sont bien qui était du Nord. à ce Là, on moment-là. allait dans les petites salles de danse de toutes les paroisses autour de Miami, et là, faire le peut-être, tout ça. Puis ben là, ils nous ont pris en amitié, puis on était gentils avec nous autres, là, ils nous gardaient des places avec eux autres. Dans ce coin-là, les villes, il laissaient des salles. Puis il y avait des messieurs avec la musique enregistrée. Puis là, le monsieur, lui, c'était à son profit. Ça. Fait que si on rentrait 200 personnes, il nous chargeait 2 bières chaque. Ils nous donnaient un bain, puis Il un donnait un café. bec et un café. Un café, mais un bain, il y en avait. Puis là,
d'une salle à l'autre, il nous disait, ben, à telle place, là, il y a telle affaire. Puis à telle place, il y a telle autre affaire. Puis là, ben, on aurait pu faire la danse tous les jours de la semaine. Oui, 10 jours, on fait 5 soirs de danse. Fait que ça nous coûtait quasiment rien, parce que c'était subventionné par les villes. OK. Qui faisait partie probablement nous autres, c'était À 10 l'ardon. heures, c'était fini. Ça a commencé à 7h30, puis à 10 heures. À 10 heures, tout était fini. Bon. On y pense souvent. Ah, puis aux aussi, Américains. je reviens un petit peu en arrière, là. Quand ton père faisait pas de la construction, mais de l'excavation, puis quand tu as repris le commerce, Oui. ben, je pense qu'il t'a donné un bon coup de main aussi. Là. Mais oui, ça s'est transféré tranquillement. J'ai travaillé avec lui 8-9 ans. Après ça, il m'a inclus dans la compagnie. Puis j'étais 8 ans dans la compagnie avec lui. Après ça, ben, lui, il a lâché, puis moi, j'ai continué. Ça m'a permis de pouvoir faire une continuité. J'ai profité de ses pouvoirs de crédit pour continuer ma compagnie, puis tout ça. Ça a fait un petit peu semblable avec M. Charette, là. Henri Charette qui avait commencé avec ses pits de sable, des charmoyages de sable, ces affaires-là. Okay. Puis qu'il a vendu à son garçon Genre. avec un bon prix et des bonnes conditions. Et que lui, il a continué. À l'époque, là, c'était... Ah, mais la continuité, c'est important. Oui. Oui. Ben, Victor, puis Nora, un gros merci. Ça fait plaisir. Vous avez partagé vos souvenirs. Ce que je savais à peu près de l'histoire, à partir c'est la première histoire, ça m'a été raconté. Parce que j'avais de la parenté qui travaillait, mettons, dans le bois ou comme les moulins, là. Ouais. Moulin en haut, c'est William Saint-Amour qui racontait, parce qu'il était cuisinier là, puis il racontait comment ça se passait. C'était un peu l'histoire. Parce que moi, j'étais assez jeune. Je suis né en 35, si on parle de période Ouais, mais 37-38, là, c'était un peu... quand même des choses qu'on a entendues, qu'on a retenues, puis qu'on peut se permettre aujourd'hui de transmettre ça. Dans le temps, il n'y avait pas de télévision, ça fait que quand les gens se réunissaient, ils parlaient de leur travail. C'est ça. Ben, Fait que lui, il était jeune, puis il écoutait, hein? oui. C'est ça. Ben, il y a la radio au départ, le téléphone. Je sais que mon père avait la radio. On écoutait Madeleine et Pierre, je ne sais pas si tu entends. Le survenant. C'est quand on était jeune. J'étais Séraphin. C'est la fin existait à Ça, c'était l'époque. après. Puis ça, c'était pas dur, on était des jeunes. C'était pas dur.